L'Olympique lyonnais a gagné 2 matchs de football, deuxième week-end de suite où on n'arrive pas le lundi matin avec envie de se foutre en l'air. Victoire de l'Olympique lyonnais ce soir 1-0 contre le LOSC, une victoire ô combien laborieuse, ô combien contre le cours du jeu, mais ô combien précieuse. L'Olympique lyonnais ce soir est plus proche du podium que de la zone de relégation. Ça paraît anodin comme ça, mais c'était pas évident. Je vois que vous êtes très en forme dans le chat, c'est bien, ça fait plaisir, non ? Ça fait plaisir d'avoir un petit débrief avec un peu d'ambiance là, avec un peu de satisfaction. Un beau hold-up, hein. Un beau hold-up, effectivement. On va bénir les nombreux signes du destin qui se sont succédés lors de ce match pour amener l'OL à empocher les 3 points malgré, malgré un contenu qu'on pourra qualifier de peu chatoyant. On va débraquer. Non, on va pas débraquer. On va débriefer ça ensemble pendant une petite heure, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Si vous regardez ce débrief sur YouTube, pensez aux petits pouces et aux petits commentaires et à tout ça. Merci à tous ceux qui le font, c'est très important, ça fait plaisir. Surtout que généralement, vous êtes vachement drôle dans les commentaires, donc ça vaut le coup. Faites un concours des meilleures vannes. L'OL qui inflige une OL à sa bête noire. Très exactement. Lille était la bête noire de l'OL. Je crois que ça faisait 6 ans que l'OL n'avait pas gagné contre le LOSC. On est quand même sur une victoire qui fait beaucoup de bien, que ce soit pour mettre fin à cette série... ou tout simplement au niveau comptable, puisque avant d'aller affronter l'Olympique de Marseille, Lyon n'est plus qu'à 4 points de l'OM, donc en cas de 3e miracle de suite, l'Olympique lyonnais ne serait plus qu'à un seul point de l'OM, si jamais une victoire au Vélodrome était envisageable. Après, voilà, on a brisé la série contre le LOSC, faudrait pas que le Marseille brise la sienne contre nous. On n'avait pas gagné au Groupama contre le LOSC, jamais, effectivement, on n'avait jamais gagné au Groupama Stadium contre le LOSC. Comme quoi, tout arrive. Moi, ça va très bien, les gars, ça va très bien. Vous connaissez un peu le programme. On va débriefer le match un peu pêle-mêle. Déjà rappeler un peu ce qui s'est passé dans cette rencontre. Puis ensuite, on va faire les notes à peu près individuelles, avec un peu les avis tranchés que vous avez, vous ou moi. Ensuite, on fera les notes sur Paint et on terminera par le Jurigno. Et puis, comme on est dimanche, on fera un petit point Ligue 1 global pour voir où on en est niveau classement et ce qui s'est passé de beau ce week-end. Il y a eu des jolis buts, il y a eu des jolis matchs. On aura le temps de chat et bug à droite. Effectivement, le chat est bugué à droite. Je ne sais pas comment ça se fait. Je pense que c'est Streamlabs qui doit déconner. Du moment que vous avez tout, c'est pas grave. On va se débrouiller. Attendez, je vais essayer juste de voir si je peux pas le réactiver. Mais normalement, c'est que ça doit bugger. Bon, c'est pas grave. On va faire sans le chat. C'est pas un souci. Donc, victoire 1-0. But d'Alexandre Lacazette juste avant le dernier quart d'heure. Un but, un beau moment de football, hein, tout simplement. Pas de Bob et encore une victoire. Effectivement, effectivement, je n'ai toujours pas récupéré mon Bob Adidas, mais ça ne saurait tarder. Le chat, c'est comme Toko, il y a tout le côté droit qui marche pas. Merci, Jus de Crâne, pour le Prime. C'est quoi le son avec les rêves sur l'aile ? C'est Okis, un rappeur lyonnais, qui vient de sortir son 2e EP, qui s'appelle Rappeur de Lyon, et je vous recommande chaudement. But d'Alexandre Lacazette, du coup, sur un très beau centre de Nicolas Tagliafico, lui-même parfaitement servi par un extérieur du pied chaloupé de Jeffrey Nedaleit, qui semble revenir un peu d'entre les morts. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. On aura le temps d'en reparler après. Le duo qui carry, clairement, l'OL est carry par ce duo de vieux briscards entre Lacazette et Tagliafico. On aura le temps d'en parler avant. Après, je vais vous mettre vite fait quand même les stats de ce match, puisque vous allez voir que c'est pas très glorieux, hein, dans l'absolu. Hop là, ça va apparaître à l'instant. Voilà les stats. Les stats, elles sont sans appel, hein. Lille a outrageusement dominé cette rencontre avec 15 tirs à 6, mais dominer n'est pas gagné, 55% de possession. L'OL a vraiment joué mal, hein, on va pas se mentir, c'était un mauvais match de l'OL. Deuxième période bien meilleure que la première, mais en première mi-temps, il a fallu attendre quand même 64 minutes pour avoir le premier tir cadré des Lyonnais. Ils nous ont bouffé en première mi-temps. Ouais, la première mi-temps a été vraiment une leçon de pressing, une leçon de sortie de balle, une leçon de jeu haut. On a vu tout le déficit athlétique de l'OL, mais aussi le déficit technique. On n'a pas mis le but, on peut s'en prendre quand même. Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr, le Lille qui a quand même manqué 1 de réalisme, 2 de réussite, parce qu'il y a cette barre transversale de Jonathan David, si je dis pas de bêtises, qui doit aller au bout. En vrai, elle doit aller au bout. Il y a eu un Lopez de Gala. Voilà, le Lopez qui fait gagner des points. J'ai vu un tweet de notre ami Yaman qui disait Lopez permet à l'OL de sauver un point et c'est Tagliafico qui donne les 2 autres. Rouge sur le penant, on parlera d'arbitrage après. Effectivement, à mon sens, il aurait dû peut-être y avoir rouge sur Johan Le Penant. Il y aurait au moins dû avoir un penalty pour l'OL également. On est sur un arbitrage pas très cohérent, mais bon, on commence à être habitué de ce côté-là. Hein. Mendes aurait en première mi-temps, plutôt correct en deuxième. Vite fait.
Un vrai miracle, c'est qu'on gagne contre. Non, ça, c'est mes mentions, excusez-moi. Ouais, voilà. Globalement, moi, le premier truc que j'ai noté sur les petites notes, vous voyez, j'ai mes petites notes là. L'OL a quand même été relativement faible avec le ballon. Il a fallu attendre quelques petites merveilles individuelles. Cette merveille individuelle, c'est cette passe piquée de l'extérieur de Jeffrey Nadalid, qui suit ensuite un centre de Tagliafico parfaitement dosé. Mais voilà, on a un OL qui sent le ballon, a une certaine forme de cohérence, a un pressing qui est pas ouf, mais qui est quand même mieux que sous Peter Bosz. Mais voilà, le changement de système fait du bien. Moi, je vois, je vais vous remettre ici, je vois la logique. Attendez, je vais juste essayer de remettre la boîte de chat si c'est possible. On va voir si ça fonctionne et on va reprendre ça après. Alors, où est-ce que c'est ? Putain, ils ont tout changé sur Streamlabs, c'est un enfer. Oui, je vois la logique qu'il y a du côté de Laurent Blanc à vouloir solidifier sa base arrière avant de travailler le ballon. Il aura tout le temps, je pense, Laurent Blanc, de travailler le ballon une fois qu'on sera pendant la Coupe du Monde. Il y aura du temps pour travailler ça, y compris le physique. Et je pense que Laurent Blanc a identifié 2 problèmes à l'OL qui sont, le déficit physique qu'il ne pourra pas régler maintenant. Il faudra une nouvelle prépa physique. Et il y a un déficit avec le ballon quand même. Il y a un déficit avec le ballon. Probablement parce que les joueurs sont un peu dans leur zone de confort depuis trop longtemps. Et aussi parce qu'il y a des automatismes qui n'ont pas été créés pendant 1 an et demi. Il y a du travail, mais le côté positif, c'est que Laurent Blanc a quand même réussi à donner une certaine assise défensive, même si c'est pas encore parfait. C'est désespérant cette passivité. Ah oui, ça c'est sûr. Textor qui réagit à la sur Twitter, s'il le fait, c'est que c'est bientôt signé en principe. Oui, je m'avancerai pas trop là-dessus, mais on reparlera de la vente. De toute façon, ça va arriver vite. Hein. La date butoir, c'est le 17 novembre, donc c'est dans 2 semaines. Je trouve que ça joue pas assez en une touche. Il y a un déficit technique. Hein. Il y a un déficit technique dans cette équipe, c'est sûr. On l'a tous vu. Cette équipe, elle est sauvée par quelques fulgurances et quelques joueurs qui sont quand même, merci Ticre pour le Prime, elle est sauvée, cette équipe, par quelques joueurs au-dessus, et encore pas tout le match, mais notamment Lacazette. Il y a des fulgurances de Tagliafico, il y a des fulgurances de Le Penant qui a fait une super entrée, on va en parler après, mais il y a quand même un déficit de... Tous les joueurs ont l'air un peu lourds, vous voyez, c'est un peu comme quand vous faites vos matchs sur FUT Champions, et vous savez pas pourquoi, il y a un match sur 2, vos joueurs, ils savent plus faire un contrôle parce que vous avez du ping, ou que le serveur est pété. Bah là, c'est un peu pareil, l'OL, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on a l'impression qu'ils sont tous très lourds, que la première touche est toujours laborieuse, et je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas à quoi c'est dû. Mais voilà, Lacazette n'a pas été très bon en vue, par contre il est clutch. Mais Lacazette, c'est ce qu'on lui demande. Hein. Lacazette, on lui demande pas d'être bon H24. On sait très bien que s'il est revenu à Lyon, c'est que c'est plus le grand Lacazette. Maintenant, voilà, si Lacazette est capable de tirer ses coéquipiers vers le haut et d'être clutch quand il faut l'être, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande à Lacazette. Ils ont pas Lengti, c'est pour ça. Bravo pour le bâton de Bourbotte. Ah, on récupère le bâton de Bourbotte ce soir. C'est bien donné. SVP, dopez-vous mieux. Il y a un déficit physique évident, ouais. Mais il a été identifié et malheureusement Laurent Blanc ne peut pas y faire grand chose tout de suite. On sera attentif quand même au retour de trêve, à voir si cette OL est capable de progresser physiquement, parce que sur la première mi-temps, c'est quand même criant à quel point le LOSC était capable de mettre beaucoup plus d'intensité que l'OL. Il y a une incapacité, on en avait déjà parlé même après le match de la semaine dernière, de cette OL à mettre en route, vous voyez ce que je veux dire, d'être capable d'enchaîner une période de domination forte, d'intensité forte. On n'a toujours pas vu un OL capable de s'exciter un petit peu, vous voyez. Je pense que ça viendra plus tard, mais bon, voilà, il y a quand même des signes qui sont positifs, c'est-à-dire que l'OL termine pas trop mal. On a été habitué quand même à un OL qui flanche sérieusement à la 60, 65, 70e minute. Moi, j'ai trouvé que la fin de match de l'OL était plutôt cohérente physiquement. On a, comme je vois que tu me dis dans le chat, Tekit, que Boateng a tenu 90 minutes, ça c'est quand même une première. Laurent Blanc a sorti Da Silva à la mi-temps pour réorganiser un peu tactiquement cette équipe, c'était un bon choix, mais ce choix était un peu à double tranchant parce que ça sous-entendait qu'on laissait Boateng terminer le match. Boateng a terminé le match, et d'ailleurs Boateng a fait un match plutôt correct dans l'absolu, il y a quand même un certain nombre de bons signes là-dessus. Da Silva en 10, oui, alors pas le bon là. L'entrée de Fèvre, c'est inquiétant. On va parler après des notes individuelles et des rentrées, du coaching de manière générale. On s'est beaucoup plaint du coaching de Laurent Blanc. Il se trouve que cette fois, il a plutôt été positif puisque ces 2 entrants majeurs, qui sont Jeffrey Nadalid et Johan Le Penant, ont quand même un impact assez important sur le match. Il y a eu un revirement tactique de Laurent Blanc à la mi-temps qui est passé de 3 à 2 derrière, enfin à 4 du coup, avec la sortie de Da Silva et l'entrée de Jeffrey Nadalid. Non, c'est pas Jeffrey Nadalid, qui est Le Penant qui est rentré à la mi-temps.
Ça fait du bien quand même. On a bien vu que la deuxième mi-temps de l'OL était bien moins laborieuse que la première et que ce système difficile à établir, c'était un 4-4-2, mais on savait pas trop la disposition. Si c'était un 4-4-2 en losange, par moment ça l'a été. Si c'était un 4-4-2 à plat ou si c'était une sorte de 4-2-2-2 avec des milieux offensifs, moi j'ai pas trop compris la disposition de l'OL en deuxième période, mais ça a fonctionné, donc pourquoi pas. J'ai pas trouvé un Boateng incroyable perso. Moi non plus, j'ai trouvé que c'était un match correct de Boateng et compte tenu du curseur qu'on avait sur Jérôme Boateng, je pense que c'est déjà pas mal. Ce que j'ai noté là, j'ai mis 3 points d'exclamation et je pense que c'est le premier sujet qu'on va aborder. Je suis désolé pour le chat qui marche pas, j'ai pas d'explication. C'est Nicolas Tagliafico. Quel braquage Nicolas Tagliafico. Comment l'OL a pu réussir à choper Nicolas Tagliafico pour 4 millions. C'est un braquage monumental, Nicolas Tagliafico. Il a tout ce qu'on demande d'un joueur de cet âge-là, de cette expérience-là. Il y avait des doutes sur sa capacité à enchaîner les matchs, sur sa fragilité physique, parce qu'il avait été pas mal blessé lors des dernières années. 4 millions d'euros pour probablement le meilleur arrière-gauche de l'OL depuis fort belle lurette. Ce mec, il a la dalle, effectivement. Rappelez-vous de l'annonce de Nicolas Tagliafico. On lui avait mis un tablier, une fourchette de barbecue et on avait filé de la barbaque. On était dans le stéréotype complet. Il se trouve que Nicolas Tagliafico tient la barre des stéréotypes puisque il a cette espèce de niaque qu'ont les Argentins, cette espèce de filiation qu'il y a. Moi j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé en mention Twitter de James Milner, alors pas sur le style footballistique, mais dans la niaque, dans le côté guerrier, dans le côté je vous porte sur mes épaules pour aller faire la guerre façon Rambo. Je trouve que Nicolas Tagliafico a cette grinta là. Ça nous rappelle nos plus belles heures de braquage. Ouais, aujourd'hui c'est Azado, demain c'est Caviar. Il avait pas menti, effectivement il avait pas menti. Nicolas Tagliafico, c'est oui le meilleur depuis Ferland Mendy, je pense. On chie sur Balassia, effectivement. Non, voilà, il faut quand même mettre en lumière là. Il lui a fallu un petit temps d'adaptation pour prendre confiance, pour se libérer de Toko Ekambi. Mais alors putain, quand même, ça change tout. Hein. Puis il y a cette absence de peur. Moi, c'est ça que je trouve génial. C'est, vous savez, dans le football, il y a ce qu'on appelle les 50-50, c'est-à-dire quand vous avez le ballon au milieu et deux joueurs qui courent vers le ballon, il y en a souvent un qui a un peu peur. C'est-à-dire qu'il saute, qui essaye d'éviter le contact. Nicolas Tagliafico, il s'en fout. Hein. Nicolas Tagliafico, il est en Range Rover à 280 sur l'autoroute à contresens et il a peur de personne. Donc clairement, je pense que ça fait partie aussi des éléments qui permettent à l'OL de ne pas sombrer psychologiquement quand on est dominé, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de périodes où l'OL a été mis sous pression et a tenu. L'OL a tenu grâce notamment à Anthony Lopez qui, franchement, s'il n'est pas là ce soir, ça finit en 3-1 minimum, et grâce à des mecs comme Lacazette et Tagliafico qui amènent cet état d'esprit, et je pense que c'est eux qui permettent au bateau de tanguer mais de ne pas couler. Tagliafico, il donne l'impression de mettre la tête là où tu mets pas le pied. Exactement. Le micro sature un petit peu, c'est qu'il doit être très près de ma bouche. Je vais le mettre un peu moins loin, vous allez me dire si c'est mieux. Lukeba sur le silencieusement très fort. On fera les notes individuelles, mais effectivement, Lukeba a été excellent. En dessous, j'ai marqué qu'est-ce que le bâton de Bourbotte. Alors, le bâton de Bourbotte, c'est pas compliqué. C'est comment expliquer. L'équipe qui a le bâton de Bourbotte le perd à partir du moment où elle perd, et l'équipe contre laquelle elle a perdu récupère le bâton de Bourbotte. Vous voyez l'idée ? C'est-à-dire que si vous êtes invaincu, vous ne perdez pas le bâton de Bourbotte. Donc par exemple, le bâton de Bourbotte aujourd'hui, c'est l'OL qui l'a, et l'OL va le filer à la prochaine équipe contre qui l'OL va perdre. Castelavo Ukeba, exactement. Hâte de voir la note de Lopez. Ouais. J'ai noté la très bonne entrée de J.A. Je l'ai noté avant Lopez, on parlera de Lopez après, parce que on lui a quand même fait des misères à Jeffrey Ndalid. C'était légitime au moment où on l'a fait. Son entrée était pas mal déjà lors du dernier match. Il y a peut-être quelque chose à sauver avec Jeffrey Ndalid. Peut-être qu'il y a quelque chose à sauver. Et peut-être qu'il suffit, entre guillemets, à Jeffrey Ndalid d'avoir une vraie prépa physique, une vraie réathlétisation, pour devenir un élément intéressant. Voilà. On l'avait tous enterré, moi le premier. Mais force est de constater qu'il y a quand même du football chez Jeffrey Ndalid quand il a envie. Il y a eu cet extérieur du pied magnifique qui donne le premier but. Il y a eu à un moment donné un petit râteau magnifique suivi d'une passe parfaitement dosée. Il y a peut-être quand même quelque chose à faire avec Jeffrey Ndalid. On va voir s'il est capable d'enchaîner. En tout cas, c'est plutôt bon signe. Et moi, je serais ravi d'avoir eu tort et ravi que Laurent Blanc nous ait donné tort en lui donnant une nouvelle fois sa chance, puisque aujourd'hui ça paye, en espérant que ça payera encore sur la durée.
J'ai noté aussi la très très bonne entrée de Johan Le Penant. Johan Le Penant qui était un peu la grande victime du licenciement de Peter Bosz, puisqu'il avait commencé les premiers matchs de Laurent Blanc en tribune. Ce soir, il était encore sur le banc, mais c'est lui qui a remplacé Maxence Cacré à la mi-temps. Maxence Cacré qui n'a pas fait un bon match du tout d'ailleurs, on va en parler après. Et Johan Le Penant, on voit qu'il y a quand même un déficit physique, mais c'est normal vu son âge et vu de là d'où il vient. Mais alors, il y a du ballon quand même. Il y a quand même du ballon. L'entrée de Le Penant, je pense que ça fait partie des choses qui font tourner le match. Ça fait partie de quoi, Da Silva. Oui, pardon, Da Silva. Excusez-moi, Cacré n'est pas sorti. C'est Da Silva qui sort à la mi-temps. Mais oui, c'est Da Silva qui sort à la mi-temps. Mais Le Penant prend la place de Cacré sur le terrain. Du coup, Cacré qui s'excentre côté droit. Et ça change un peu tout quand même. Ça change un peu tout. Et je serais pas surpris que Le Penant vienne aller titiller notre ami Maxence Cacré pour la place de titulaire dans cette équipe, et ce serait pas volé puisque Maxence Cacré a fait un match un peu décevant. Je l'ai noté juste après, Cacré Mendes contre Le Penant. Thiago Mendes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Thiago Mendes au milieu de terrain. On a un peu oublié ce que c'était que Thiago Mendes au milieu de terrain. Sa deuxième période est moins laborieuse, mais moi il y a un truc qui m'énerve terriblement chez Thiago Mendes, et je pense que vous l'avez vu, c'est que on est quand même face à une équipe qui presse très bien. Le LOSC presse très bien. Et donc, quand on est à la première relance, puisque l'OL relance toujours court, on se retrouve avec Lukeba ou Boateng qui sont face au jeu, et il y a très très peu de solutions. Et vous remarquerez, vous pouvez aller regarder le match à nouveau, vous remarquerez sur les phases de première relance que Mendes se cache. Mendes est toujours collé à un Lillois, jamais il se démarque, jamais il propose de solution, et ça met l'OL en difficulté. Et c'est pour ça que sur toute la première mi-temps, après c'est Le Penant qui a offert ces solutions-là, mais toute la première mi-temps, vous vous retrouvez avec Lukeba et Boateng qui soit jouent sur les côtés en U, soit balancent des saucisses devant et rendent le ballon aux Lillois. Et moi j'ai un gros reproche à faire à Thiago Mendes, c'est cette comment dire, on dirait un peu Touzard, voilà, il se planque à la relance, alors que c'est son rôle en tant que 6 d'aller descendre, d'essayer d'aller proposer une solution, soit pour récupérer le ballon plus bas, soit pour permettre au défenseur central de fixer. Et ça me dérange beaucoup. Je suis pas sûr que Thiago Mendes, on savait que c'était pas un défenseur central, je suis pas sûr que Thiago Mendes soit toujours un milieu défensif. Ça a été mis en seconde période, notamment parce que l'entrée de Le Penant lui a permis de rentrer, d'aller un petit peu plus haut. Le Penant, à mon sens, s'est placé en 6, et ça a libéré un petit peu cette relance-là. Mais voilà, il faut redescendre Cacré en 6. Je suis pas certain. Mendes aussi fiable que le moteur Alpine. Oui, on a vu ça. On va pas parler du Grand Prix qui était soporifique comme pas possible. Mais effectivement, Mendes pas très fiable. Je trouve qu'on manque d'identité. Personne se mouille dans la surface. C'est vrai. Merci Créolo pour l'abonnement. Merci beaucoup. Alors j'ai plus rien là sur le stream. J'ai plus les alert box, j'ai plus le chat. Je suis vraiment désolé. C'est un peu à la zeub là. Mais je crois que Streamlabs déconne. Mais merci beaucoup Créolo pour l'abonnement. Vous êtes 180 bientôt. Ça fait grave plaisir. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, le grand sujet de ce match, c'est peut-être la mort du 3-5-2. On a vu une première mi-temps où l'OL était en 3-5-2, où c'était relativement, allez, je vais pas dire fiable, je vais pas dire solide non plus, potable, on va dire. Sans ballon, c'était potable, mais avec ballon, c'était une catastrophe. Et quand l'OL est repassé à 4 derrière, c'est allé beaucoup mieux, même si c'était pas flamboyant non plus, mais c'est allé beaucoup mieux. Mais je suis pas certain que le 3-5-2 soit vivable à long terme pour deux raisons. La première, c'est que ce 3-5-2 est extrêmement rigide avec le ballon, mais vraiment très 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 rigide, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de dépassement de fonction dans ce 3-5-2. Les milieux se projettent peu, les attaquants essayent de décrocher mais ils sont bloqués. Les pistons, alors Tagliafico, aussi fort soit-il, n'est pas un joueur d'élimination, et Gusto fait encore un match très moyen. Je suis pas certain que le 3-5-2 soit le salut de Lyon cette année, notamment par la faiblesse de la défense. Alors certes, Diomandé va revenir puisqu'il a pris qu'un seul match de suspension, mais je suis pas vraiment certain de la viabilité de ce 3-5-2 à long terme. 3-5-2 avec Diomandé et Le Penant, ça aurait une autre gueule aussi. À voir, à tester. Merci Rome, Tagliatelle, le coup du siècle. Clairement, on en a parlé juste avant. Merci pour ton abonnement en tout cas. Regarde, le 3-5-2 de l'Inter, les DC participent au jeu. Je pense qu'il faudrait que les DC, les défenseurs centraux sur ce 3-5-2, fixent davantage, ou en tout cas cèdent davantage à la relance. Mais il y a deux problèmes, et peut-être on le dessinera sur le paint tout à l'heure, c'est que quand vous avez les trois défenseurs, il n'y en a aucun des trois qui essaye de monter pour offrir un peu de largeur. Et surtout, les milieux ne viennent pas vraiment participer à offrir des solutions, donc on se retrouve avec un départ d'action sans décalage et un OL qui s'enferme dans des positions très fixes où c'est très très difficile de créer le décalage, et les seuls décalages qui ont été créés, en première mi-temps il n'y en a pas eu tout simplement, et les seuls décalages qui se créent, ce sont des décalages avec des exploits individuels ou un contre un. Et ça suffira pas parce que l'OL n'a plus Memphis, l'OL n'a plus Paqueta, on peut plus jouer comme ça, c'est pas possible. Le salut de l'OL passera nécessairement par le collectif.
Lacazette est de nouveau l'homme providentiel de cette OL, mais Lacazette joue trop haut pour être un vrai homme providentiel. Lacazette, il était aidé quand il était à Lyon, soit de Memphis, soit de Fekir, à une époque. D'ailleurs, non, je dis peut-être une bêtise. Non, si, quand même, ils ont joué ensemble. Le 4-4-2 a mis Gusto plus en difficulté. Je trouve ça pas évident. Ouais, bah, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver et il y a des problèmes dans l'absolu d'effectifs qui rendent cette réflexion un peu compliquée. Effectivement, si on repasse à 4 derrière, ça sous-entend plus de responsabilités défensives pour Gusto, qui a toujours beaucoup de mal à assumer ses responsabilités défensives. Ça veut dire aussi plus de travail de couverture de Jérôme Boateng et éventuellement de Da Silva, dont on a vu que quand même les couvertures c'est laborieux. Et ça donne moins de liberté offensive à Tagliafico, qui est quand même l'élément majeur de cette OL offensivement, ce qui est quand même un peu triste dit comme ça. Aouar à 50% de son niveau, on peut être bon. Aouar revient pas trop mal, hein. Aouar revient pas trop mal. On est encore très 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 loin du grand Oussem Aouar, mais c'est plutôt rassurant. Alors ce qui est un peu chiant, c'est que même si c'est rassurant, Oussem Aouar va partir, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, il y a quand même des conclusions à tirer de ces 3 premiers matchs de Laurent Blanc qui sont que on voit quels sont les trous d'effectifs de cette OL et c'est pas la clean sheet de ce soir qui va nous faire changer d'avis sur la nécessité absolue d'avoir un défenseur au mercato d'hiver. C'est pas la clean sheet de ce soir qui va nous faire changer d'avis non plus sur la nécessité également d'avoir une solution alternative à droite pour Gusto qui a un grand besoin de souffler un petit peu, je pense. Aouar a été un peu le seul à surnager en première. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Aouar était le seul à surnager en première. Maintenant, on attend toujours un peu plus de Oussem Aouar. On attend justement, dans cette configuration-là, où l'OL a toujours besoin d'un homme providentiel dans l'entrejeu, Aouar doit avoir les épaules pour assumer, pas pleinement, mais au moins tenter d'assumer le rôle qu'assumait Paqueta il y a encore quelques mois de cela, parce que ça ne date pas d'il y a si longtemps. Parce que pour l'instant, Aouar est encore trop neutre, même s'il a été bon ce soir, pour avoir le poids des épaules sur le poids du jeu sur les épaules. Techniquement, c'est compliqué. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un déficit technique dans cette équipe. On savait que ça bossait pas trop le foncier avec Peter Bosz. Je pense que c'est une erreur d'adaptation au championnat. D'ailleurs, Laurent Blanc l'a dit. Laurent Blanc l'a dit. Il y a une déclat de Laurent Blanc qu'il faut que je vous lise là, que j'ai eu. Alors, attendez, je vais essayer de vous la lire. Il faut que je la retrouve. Laurent Blanc a dit « Je trouve que la Ligue 1 est devenue vraiment intense. J'avais quitté la Ligue 1 depuis un certain temps. Dans le volume physique, le volume de course, Marseille, Rennes, Lens, ça va à une vitesse incroyable, à une cadence folle. Il faut s'adapter. » Donc voilà, je pense que Peter Bosz a été surpris par cette intensité physique, probablement pas la même aux Pays-Bas et peut-être même pas la même du côté de l'Allemagne, et je pense que c'est ça la principale erreur de Peter Bosz, c'est d'avoir pu penser que le ballon était plus important que le physique en Ligue 1, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il y a un déficit terrible physiquement dans cette OL, Laurent Blanc l'a identifié tout de suite et il va être corrigé en partie à partir de la reprise après la Coupe du Monde, mais c'est des problèmes de long terme, donc on n'y est pas encore, et il y a un déficit, je pense, d'automatisme avec le ballon, probablement dû au fait qu'on était sur une équipe complètement dépressive sous Peter Bosz, mais il regardait le foot français. Il l'a dit, il a vu 2 matchs de l'OL avant de signer au club. Donc non, je pense que Laurent Blanc, il n'en avait pas grand-chose à foutre de la Ligue 1 avant de signer à l'OL. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que Laurent Blanc et cette équipe soient plus adaptés, on va dire, au football moderne. Vu les lacunes défensives de certains, jouer en 4-4-2, ça n'empêcherait pas de jouer haut. Je pense qu'avec une défense à 4, ce serait plus dur de ne pas subir. Vu la pauvreté des relances, ce serait difficile. C'est un enjeu principal d'avoir cet axe entre la défense et le milieu de terrain. C'est un axe qui fonctionne pas trop pour le moment. On n'a pas retrouvé la qualité de passe, la qualité d'ouverture de Jérôme Boateng. On n'a pas retrouvé le Maxence Cacré capable d'aller prendre la balle bas et de l'emmener un peu plus haut sur le terrain. Je pense que l'enjeu principal de l'OL, il est là, parce que c'est là que se font les premiers décalages. Et j'ai vu quelqu'un dire que les relances au pied de Lopez était la première base du pressing lillois. C'est aussi un problème. C'est-à-dire que si on veut que l'OL soit capable d'emballer des phases de jeu, à défaut d'emballer un match, il va falloir qu'il y ait un lien entre l'axe gardien, défense, milieu, qui pour l'instant, à mon sens, n'est pas encore bien huilé. Il nous manque cet élément qui permet de huiler un peu tous ces automatismes-là. Ça peut venir des côtés, mais ça vient pas des côtés, puisque Gusto m'a l'air un peu moins bien physiquement, parce que Tagliafico est pas capable de faire ça, on peut pas tout lui demander à Nicolas Tagliafico. Mais voilà, ça peut être Le Penant, ça peut être Jeffrey Ndeli, on sait jamais. En tout cas, la clé reste à trouver pour Laurent Blanc. L'entrée de Cherki, on y vient, chaque chose en son temps, les gars. C'est pas important les rentrants, on en parle après. Évidemment, on va parler d'Anthony Lopez,
parce que, pareil, on l'a critiqué pendant pas mal de temps. Il se trouve que son début de saison est quand même très très bon. Là, ce soir, Anthony Lopez, c'est lui l'homme du match, à mon sens. C'est lui, bien aidé par Lukeba aussi, qui a fait un excellent match. Mais Anthony Lopez, ce soir, c'est extrêmement solide. Il sauve, je pense, au moins 2 buts. Vous allez voir sur les stats que je vais vous remettre là. Il y a 5 arrêts. 5 arrêts décisifs d'Anthony Lopez ce soir. Donc, c'est pas rien, mes petits potes. Et si Anthony Lopez reste à ce niveau-là, je pense que ça va pas être trop mal pour la suite. C'est très important, hein, cette victoire ce soir. Elle est pas volée, mais elle est arrachée. Elle est à l'arrache et arrachée. Et on la doit principalement à Anthony Lopez. Ce soir, globalement, la défense est pas mauvaise, hein. Ils font tous leur match. Lukeba fait un bon match. Même Da Silva fait pas forcément une mauvaise mi-temps dans l'absolu. Alors, il fait pas une bonne mi-temps non plus, hein, mais il est loin d'être désastreux. Donc voilà, ça change quand même la donne là-dessus. Arrêtez sur Cherki, parce que je vais m'énerver. On va en parler après de Cherki, mais vous avez un problème avec Cherki. Vous avez un gros problème avec Cherki. Cherki, je vous dis pas qu'il fait une bonne entrée, mais il a joué 5 minutes, on a gagné 1-0. Il y a des mecs qui sont rentrés une demi-heure, qui ont fait de la merde, et vous voulez qu'on parle de Cherki. Mais on s'en fout de Cherki. On s'en branle. Il rentre 5 minutes, il fait pas une bonne rentrée. Bon bah voilà, il fait pas une bonne rentrée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Oh, MDR, Cherki, il est trop nul. En 5 minutes, il a pas marqué 3 buts. Arrêtez avec Cherki. Calmez-vous sur Cherki. Arrêtez. Vous voulez prendre le contre-pied des mecs qui l'attendent très fort et qui croient en lui, comme moi. Moi, je crois en Cherki et je suis toujours content de le voir sur un terrain. Mais vous voulez prendre le contre-pied de Ryan Cherki. Donc en fait, dès qu'il touche le ballon, s'il fait pas une dinguerie, vous êtes là. Oh, regardez, il est nul. Arrêtez avec Cherki, il est anecdotique ce soir, Cherki. Il fait pas une bonne rentrée, mais c'est anecdotique. Il rentre à la 87e, il fait 2 passes de merde et puis le match est fini. On s'en branle de Cherki. On s'en fout de Cherki ce soir. Il fera peut-être mieux la prochaine fois, ou il fera moins bien la prochaine fois. Donc bon, si la défense a fait son match, comment on explique les nombreuses occasions? Mais en fait, il n'y a pas tant de... Je vais peut-être dire une dinguerie, mais il n'y a pas eu tant d'énormes occasions de la part de Lille. Ils ne sont pas trouvés des situations folles. Ils ont beaucoup de débuts d'occasion. Ils rentrent beaucoup dans la surface et compagnie. Il y a quand même ce ballon piqué qui doit faire but, qui tape la transversale. Et il y a cette frappe de je crois, Jonathan David, qui est déviée du bout des doigts par Lopez. Je vous dis pas que Lille n'a pas dominé la rencontre et qu'ils n'auraient pas dû gagner, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de panique dans l'entrejeu, mais la défense a été relativement solide. Voilà, c'est pareil. Vous parlez de Cherki, on peut parler de Toko aussi, on peut parler de Fèvre. Vous voyez, c'est le même ordre d'analyse. Voilà. Donc, non, ouais, Lopez énorme. Derrière, j'ai mis les entrants, Fèvre. On a parlé des mains aussi. Et JRA, on en a parlé. Voilà, de ce côté-là. J'ai voulu parler des entrants parce qu'on a beaucoup critiqué le coaching de Laurent Blanc. Et c'est vrai que Laurent Blanc a ce côté-là, et il l'a toujours eu, d'avoir un coaching un peu robotique. Je sais pas, pour ceux qui sont moins jeunes, vous vous souvenez peut-être de Laurent Blanc au PSG, il y avait un running guy qui était qu'à la 60e, il faisait toujours rentrer Cabaye à la place de Verratti. Là, on a un peu l'impression qu'il a une alarme sur son téléphone et qu'il dit « Ah, tiens, c'est l'heure, il faut que je fasse rentrer Fèvre, il faut que je fasse rentrer Toko Ekambi et que je lui donne le brassard. » Donc il y a un côté un peu robotique. Ce soir, ça a payé parce que son coaching a été... plus précoce, c'est-à-dire que Laurent Blanc a osé faire ce choix tactique, et heureusement, vu la première période abyssale, de passer à 4 derrière et de donner les clés à Le Penant. Après, voilà, il a fait rentrer Jeffrey Nelly, il était temps à un moment donné que ça paye, c'est bien, Jeffrey Nelly a été plutôt rassurant ce soir, j'attends de voir s'il est capable d'aller plus loin, plus haut et d'enchaîner surtout. Maintenant, il y a les entrants habituels qui sont Romain Fèvre et Karl Toko Ekambi. C'est une énième rentrée de ces deux joueurs-là et c'est une énième rentrée de merde. On va reparler de Cherki après parce que je sens que vous avez très très envie de parler de Ryan Cherki, mais Toko Ekambi, bon, voilà, j'ai vu Tristao sur Twitter qui dit bravo à Toko Ekambi qui n'a strictement rien fait sur le but. Bon, moi c'est tout ce que je lui demande, hein, à Karl Toko Ekambi, de surtout pas toucher le ballon sur les actions de but. Il y a après vous allez me parler du ballon piqué. Et j'ai envie de vous dire, c'est anecdotique. Oui, il doit mettre le ballon au fond. Oui, il doit marquer. Mais c'est anecdotique. Voilà, c'est un raté. Cherki, il en a raté, des trucs comme ça. Lacazette, il en a raté, des trucs comme ça. Maintenant, oui, bon, Karl Toko Ekambi, voilà, nous rompicham. Il y a eu une belle passe à un moment donné. Une belle ouverture qui n'est pas allée au bout pour Karl Toko Ekambi. Pour moi, c'est pareil. Ça sert à rien de s'acharner sur Karl Toko Ekambi ce soir. Il fait pas une bonne rentrée, mais il fait pas une rentrée qui coûte le match. Donc moi, je m'en fous un petit peu. Par contre, Romain Fèvre, c'est pas bon. Hein. Romain Fèvre, il y a un duel, je crois, à 3 contre 2 où il perd le ballon Enfin, je veux dire, si, vous voyez, par exemple, là, vous me parlez, oui, Cherki. Si Cherki fait ce que fait Romain Fèvre, et il l'a déjà fait, hein, il l'a fait contre Ajaccio, Ryan Cherki, ce truc-là, de vouloir dribbler en sous-nombre.
Si c'est Cherki qui fait ça, Twitter part en feu là. Cherki il est nul, Cherki il est surcoté, Cherki il est complètement con, etc., etc. Fèvre, c'est tristounet quand même. Hein. Fèvre, c'est un peu tristounet et ça fait 4 rentrées, je sais pas, où il y a rien quoi, il y a vraiment pas grand chose. Vous voyez, Cherki, il y a quand même, je suis désolé, vous allez dire que je suis un bandeur de Cherki, mais Cherki, il y a quand même des moments où tu te dis bon, il y a du ballon. Oui, il y a cette passe qui est pas assez appuyée. Oui, il y a ce côté je m'enferme dans mes grilleries et on connaît les défauts de Cherki. Mais il y a quand même un moment où vous dites bon, il a le ballon, il peut peut-être se passer un truc. Bah, malheureusement, Romain Fèvre quand il a le ballon, j'attends plus grand chose quoi. Il est pas en manque de rythme. Bah ouais, mais bon, tout le monde est en manque de rythme. Tout le monde. Oui, je suis un bandeur de Cherki. Après, Cherki, voilà. Cherki, il a 19 ans. Donc oui, vous allez me dire, oui, gna gna gna, ça fait 1000 ans qu'on dit qu'il a 19 ans. Ouais, mais Cherki, il est encore hyper jeune. Romain Fèvre, il est pas jeune. Romain Fèvre, enfin si, il est jeune. Mais Romain Fèvre, il a plusieurs saisons pro dans des clubs de Ligue 1 à son actif. Romain Fèvre est censé être un joueur d'expérience dans ce collectif-là. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Un milieu d'opponent, Cacrès, Jeffrey, Adelaide, Aouar. On verra. L'entrée de Fèvre est pas si nulle. Elle est pas nulle, elle est mièvre. Elle est très mièvre, l'entrée de Fèvre. Il a des stats, Cherki, MDR. Cherki, au moins, oui. Au moins, il a quelques stats, ouais. Mais bon. Romain Fèvre va tourner comme Martin Chan. Je pense que oui, on y va tout droit, ouais. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de Romain Fèvre. Parce que lui, il doit pas être content de sa situation au club. Il a quitté Brest pour venir chez nous en se disant qu'il allait être le successeur de Lucas Paqueta. Là, il se contente de 15 minutes par match. Je sais pas si Romain Fèvre il va supporter cette situation longtemps, qui est ni bonne pour le club, ni bonne pour lui. Romain Fèvre, c'est 18 millions. C'est de l'argent qui dort, là, pour l'instant. Donc, je pense même que Romain Fèvre, je pense pas que ce soit un mauvais joueur de foot. Je pense juste qu'il n'y arrivera pas à Lyon. Et j'adorerais avoir tort, mais je pense que ça va être compliqué. Peut-être un prêt, je sais pas. Il y a la gestion de TT, mais la gestion de TT, elle est moins problématique à mon sens. Parce que Tété n'est pas un joueur de l'Olympique Lyonnais. Tété est un joueur prêté. Donc oui, c'est un peu dommage parce que Tété a montré des excellentes choses, mais Tété n'est pas un joueur d'avenir à Lyon parce qu'on sait qu'il faudra sortir le chéquier pour acquérir Tété. Tété a fait quelques stats en début de saison, mais collectivement, c'était pas extraordinaire. Et je suis pas certain que le départ de Tété dans 6 mois soit un gigantesque drame. Donc je pense que la gestion du cas Tété est moins problématique que celle du cas Fèvre et même du cas Cherki dans l'absolu, parce que Cherki et Fèvre sont des joueurs de l'Olympique Lyonnais avec des bails longs. Et donc il faut à un moment donné faire quelque chose de ces joueurs-là. Alors que Tété, il rentre pas dans la tactique, il joue plus, il est plus très bon, il s'en va et puis on l'oublie quoi. Donc ça fait un peu chier. Mais voilà, un peu comme Terrier pour Fèvre, un peu. Ça va faire une Terrier pour Fèvre. Ouais, peut-être bien, ouais. Donc voilà, moi je pense que le KTT, c'est pas qu'il est anecdotique, c'est juste que je suis pas certain que l'OL joue mieux avec Kenny Tété, j'allais dire, avec Mathéus Tété, pardon, et que il ait sa place dans ce système-là. À partir du moment où l'OL jouera à 5 derrière, et même en 4-4-2, Tété aura pas sa place dans ce système-là. On a parlé du système, on a vu un espèce d'ersatz de 4-4-2. C'est pas vraiment en losange, c'est plus en carré en fait. Espèce de 4-4-2 en carré avec Le Penant, Mendes, Cacré, Aouar qui, je sais pas, en rond, un milieu qui tournait un petit peu. C'est peut-être là le salut de l'OL. Hein. Moi j'avais vu une petite image avec Rémi Garde dans le ciel du Groupama Stadium. Fèvre pourra nous marquer des buts quand il jouera à Nice comme tout se passait chez nous, effectivement. Mais peut-être que le salut de l'OL c'est de jouer très axial avec ces 4 milieux. Je sais pas, je suis pas hyper convaincu honnêtement, mais on a vu que ça jouait quand même mieux au foot quand on avait le quatuor Cacré, Mendes, Le Penant et Aouar, et surtout Jeffrey Adelaide quand il est rentré, qui a un peu illuminé tout ça. Le côté Cacré Gusto, c'était pas bon ce soir. Non, on va faire les notes individuelles, parce que je sens que vous avez envie de parler de Cacré, et je sais que vous attendez, un peu comme Cherki, de taper sur Cacré pour certains. Une formation carrée, ça va bien avec les pieds de certains. Mais on joue en carré, en losange, en triangle, oui, effectivement, et ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Mais 4-4-2 en rond, les angoisses pour le graphisme de pré vidéo. Non, mais on se plaignait qu'il joue trop axial, et là, ce serait la solution. Vaut mieux avoir... En fait, la logique de ça, c'est qu'il vaut mieux avoir des joueurs qui sont axiaux et qui partent sur les ailes, plutôt d'avoir des joueurs sur les ailes qui s'enferment dans l'axe. Je pense que c'est ça en fait, c'est débile dit comme ça et ça fait très frère Bogdanov ou c'est pas sorcier, mais au moins on a des milieux qui se projettent sur les ailes plutôt que des ailiers qui se projettent dans l'axe et donc ça ouvre davantage de solutions. Bon après on parle de tout ça, c'est pas comme si l'OL avait été brillant ce soir en termes de jeu et de toute façon je pense que là l'objectif à terme il est de finir les 2 matchs et de reprendre les bases de zéro. C'est déjà bien
que Laurent Blanc tire 6 points sur les 3 derniers matchs. C'est déjà assez miraculeux. On va regarder le classement après. L'OL est encore loin au classement parce que malheureusement tous les adversaires directs ou presque ont gagné ce week-end. Mais voilà, pour peu qu'il y ait un match nul au Vélodrome et une victoire pour terminer, ce sera un bon bilan pour attaquer la deuxième partie de saison. Donc je pense que là, on est en mode pompier, c'est ce qu'on a déjà dit, mode pompier pour Laurent Blanc, pour ensuite éventuellement rebâtir de zéro sur d'autres bases, notamment des bases physiques qui soient différentes et des bases peut-être tactiques qui soient autrement plus travaillées. Une lueur d'espoir pour la suite après ces 2 victoires. La lueur d'espoir, c'est que y a quand même une certaine forme de cohérence sans ballon, ce qui est la base. Ce qui est quand même la base, c'est de ne pas prendre de but. Quand on arrive comme ça en pompier, on a quand même pour objectif de commencer par le commencement, c'est-à-dire avoir une bonne base et ensuite éventuellement jouer au foot. Je pense qu'on ne jouera pas au foot avant décembre. Je pense que ça va être compliqué pour Laurent Blanc de reconstruire de zéro une animation tactique, alors qu'il reste encore 2 matchs, et pas des moindres, puisqu'on va jouer contre l'OM et contre Nice. Je pense que là, on est en mode on prend des points et on verra ça plus tard. Voilà, tu le sens comment le mercato hivernal ? En fait, il y a 2 problèmes sur le mercato hivernal. Le premier problème, c'est que quoi qu'il arrive, l'OL débordera pas de pognon. Et non seulement l'OL ne débordera pas de pognon, mais en plus, il y a toujours des indésirables. L'OL va avoir du mal à investir. La défense, il n'y aura normalement pas trop de problèmes pour investir en défense, puisqu'on a Da Silva et Boateng qui sont en fin de contrat, qui vont libérer des spots. Donc il faudra, quoi qu'il arrive, les compenser et entourer Lukeba et Diomandé pour l'avenir. Par contre, sur les autres postes, l'OL ne peut pas vraiment, pour l'instant, se permettre, par exemple, d'aller renforcer les ailes, alors que vous avez toujours Tino Kadewere qui traîne par là, alors que vous avez toujours Toko Ekambi, alors que vous avez même Cherki ou Romain Fèvre. Donc vous n'allez pas pouvoir renforcer des postes comme ça. Même au milieu de terrain, vous n'allez pas pouvoir aller chercher un 6, alors que vous avez déjà Thiago Mendes, Johan Le Penant, Jeffrey Nelid, Maxence Cacré et Oussem Aouar. Donc on va être bloqué de ce côté-là. L'OL, je pense quand même que, même si on les a beaucoup critiqués, ils ont quand même vu qu'il y avait un besoin en défense centrale, et je serais vraiment pas surpris que l'OL aille chercher un défenseur central au mercato d'hiver. Maintenant, il y a un deuxième problème. Il y a un deuxième vrai problème. Et pareil, l'arrière-droit, non. L'arrière-droit, il y a eu Koumbedi. Le problème, c'est que Koumbedi est pas prêt. Donc, tu peux pas aller chercher un arrière-droit pour faire souffler Gusto, alors que tu as misé sur un mec de 17 ans que tu as acheté 1 million. Donc, il y a un problème de gestion sportive de ce côté-là. Et le deuxième vrai problème, c'est que l'OL ne pourra pas voir loin au mercato tant que le club ne sera pas vendu. Alors, il semblerait que ça aille pas trop mal, que John Textor ait passé les quelques étapes intermédiaires qui doivent nous emmener à la vente du club le 17 novembre. Et donc, normalement, si tout va bien, le 17 novembre, John Textor pose les mallettes de cash sur le bureau de Jean-Michel Aulas et prend la tête du club. Et donc, avec ça, nous avons le closing de l'opération, et avec le closing de l'opération, nous avons cette augmentation de capital de 86 millions qui doit normalement injecter environ 30-40 millions pour renforcer l'équipe sur le mercato. Donc c'est là, à partir de là, où l'OL pourra éventuellement bouger sur le mercato. Mais si jamais le 17 novembre, on est à un nouveau report, ou si le club n'est pas vendu, n'espérez absolument rien pour le mercato, ça va être la paralysie totale. Donc voilà, aller chercher Lala me semble bien. J'en sais rien, peut-être, je sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui, Kenny Lala. On verra. Heureusement, Marseille joue sa peau en Ligue des Champions. Si ça tourne mal, ils seront attendus au tournoi en Vélodrome contre nous. Après, les matchs contre l'OM, c'est toujours des matchs particuliers. C'est des matchs où vous pouvez arriver au bout du rouleau et on gagne quand même. C'est des matchs où l'OM peut arriver en pleine bourre et se planter. Je pense pas qu'il faille juger la forme du moment pour des matchs contre l'OM. C'est des matchs qui sont totalement impossibles à prévoir, notamment pour l'OM. Mais bon, en particulier parce qu'on gagne tout le temps. Effectivement, on gagne tout le temps, quel que soit le contexte. On a des doublés de cornets par-ci, on a des bangers par-là. Je pense qu'analyser, préanalyser un Olympico, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est des matchs qui défient toute logique sportive. Donc on y va comme ça, la fleur au fusil, advienne que pourra. C'est des matchs où le contexte de chaque équipe ne compte pas, très exactement. Le contexte qui va compter, c'est qu'effectivement l'OM va être obligé d'aligner son équipe type en Ligue des Champions, et donc va arriver théoriquement à accueillir l'OL avec un petit déficit physique. Mais je pense qu'un petit déficit physique à l'OM, ça revient au niveau normal de l'OL en termes physiques. Donc voilà. De toute façon, c'est difficile d'anticiper ce genre de match, effectivement. Il y a l'ascendant psychologique, il est pour l'OL, parce que l'OM a toujours été un peu tétanisé quand il joue l'OL, c'est comme ça, c'est le poids des années, c'est le poids des branlés, mais l'ascendant sportif est plutôt du côté OM, sauf s'ils perdent contre Tottenham, parce que l'OM peut encore terminer 4e de sa poule, et s'ils terminent 4e de leur poule, ça va faire mal au moral, et ils risquent d'avoir une grosse pression qui peut jouer contre eux, contre l'OL. Mais bon, le français pleure beaucoup, qu'est-ce que j'ai fait ?
On rêve de Dembélé qui mystifie mais ah non c'est toi d'accord. Lolo White il avait bien dû rouler sur l'OM avec son PSG. Oui il y a un petit côté revanchard aussi pour Laurent Blanc je pense de vouloir quand même avoir une petite suprématie là-bas. Il y aura des suppléants au Vélodrome. La rumeur dit que oui peut-être. La rumeur dit que oui peut-être, on verra, c'est pas encore sûr. Voilà, donc on sera attentif, de toute façon on fera le débrief ici, hein, ensemble, ce sera dimanche soir, toujours même heure, même horaire, on sera là, hein, vous inquiétez pas. Ensuite il y aura le débrief contre Nice, et après je pense que la semaine suivante, juste avant la Coupe du Monde, on fera un grand space où vous interviendrez sur le bilan de la saison. Quel décès tu verras arriver? J'en ai aucune idée les gars. Je ne sais pas quel est le budget de l'OL, je ne sais pas quel profil il cible. J'ai vu quelques noms qui sont passés. Je vous avoue que je regarde pas assez les championnats internationaux pour savoir qui est dispo et qui serait intéressant pour l'OL. Mangala c'est roleplay. Après Mapuyanga Mbiwa est libre, hein, donc on sait jamais. Non voilà, on a fait à peu près le tour. Oui, les mains. Parce que bon, on a gagné, donc on peut parler d'arbitrage, comme ça on va pas dire qu'on fait ouin-ouin sur l'arbitrage, même l'arbitrage au global, que j'ai trouvé l'arbitre à la rue sur les mains, mais aussi à la rue sur Le Penant qui doit prendre carton rouge, hein, on va pas se mentir les gars, hein. C'est un miracle que Johan Le Penant termine cette rencontre alors qu'il envoie une semelle, les gars, je sais pas comment c'est possible. Donc, que ce soit sur les mains ou sur les semelles, moi je commence à en avoir un peu ras-le-bol, on comprend rien. On comprend rien. Ah oui, mais attendez, ça a touché son corps. Oui, mais c'est collé au corps. Oui, mais c'est une main naturelle. Ça veut dire quoi une main naturelle? On comprend rien. On comprend rien. Il y a eu le match entre Nice et Nantes, vous l'avez peut-être vu ou pas, où il y a une main d'un Niçois dans la surface, mais genre une double main, il touche 2 fois la main, où le Texier explique que non, ça a touché la hanche, alors que ça n'a pas du tout touché la hanche, et derrière il y a une main d'un Nantais à la 94e, et pouf, là il y a péno par contre. Ce soir, il y a 2 mains qui sont relativement décollées du corps, dont une qui est quand même bien décollée du corps, pas péno. Alors ça porte pas préjudice à l'OL, puisque l'OL gagne ce match, mais ça nous empêche pas de critiquer un peu cette cohérence-là. Le règlement, on a l'impression qu'il change tous les mois. Tous les mois, on nous rajoute un truc. Ah non, avant c'était toutes les mains, puis maintenant c'est plus toutes les mains. Puis maintenant c'est les mains quand il y a la pleine lune. Puis si c'est Mercure rétrograde, et bah on siffle pas péno. Et puis si le joueur est Scorpion et ascendant Lion, à ce moment-là il y a péno. On comprend rien. On comprend rien aux mains. On comprend rien à quand est-ce qu'un joueur est exclu sur semelle ou pas. Moi j'aimerais qu'on m'explique, et je suis pas chauvin là-dessus, hein. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi Le Penant ne prend pas rouge là, alors qu'il y a eu des trucs qui étaient 10 fois moins violents, où il y a eu rouge direct. Donc je comprends rien. Le carton rouge de Sinéad Diomandé, c'est la même chose, c'est-à-dire il n'y a aucune cohérence. Sinéad Diomandé, il a littéralement rien fait, il est suspendu un match. Alors encore une fois, heureusement, ça ne porte pas préjudice. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils ont reconnu leur erreur, parce que normalement, un carton rouge direct, c'est 2 matchs. Mais ils ont mis un seul match. Donc ça veut dire que le carton rouge n'est pas valable. Mais du coup, si le carton rouge n'est pas valable, à ce moment-là, il ne doit pas être suspendu. Donc la commission de discipline a dit « Ouais, on s'est planté, mais on n'a pas trop envie de les juger, donc un match. » On est fatigué quand même. Parce que du coup, tous les matchs, il y a ce prisme de l'arbitrage qui vient alors qu'on a la VAR, alors qu'on a des règlements qui sont clairs, mais le sujet à interprétation, on n'en peut plus, quoi. Voilà, donc là, moi je me permets de râler sur l'arbitrage parce que l'OL a gagné et qu'on vient pas me dire oui, tu râles sur l'arbitrage parce que vous avez perdu. Moi je trouve l'arbitrage pourri et des deux côtés. Je trouve l'arbitrage sur les mains incohérent et je trouve l'arbitrage sur la semelle de Le Penant incohérent aussi. Voilà, parce que ce qui va se passer, c'est que le prochain match où il y a un mec qui met une semelle, la même que Le Penant à un joueur lyonnais, il va y avoir carton rouge et il y a tous les débiles qui vont dire oh LFP quand c'est Le Penant il n'y a pas carton rouge et ils auront raison. Et ils auront raison. Donc moi ça commence à me casser les couilles, on n'en peut plus. Voilà. Je siffle aucune main, pareil, il n'y a pas main de Dacila. Mais moi je siffle aucune main non plus. Et le truc c'est que moi, ce que j'ai dit à un mec qui m'a dit mais pour toi il y a péno ou il n'y a pas péno. Moi j'ai dit pour moi, Charlie qui aime le football, ces mains-là elles se sifflent pas. C'est des mains involontaires, le mec peut rien faire, pour moi il n'y a pas péno. Sauf qu'on a vu plein de matchs où c'est sifflé pour un orteil qui traîne quoi. Enfin, pour un orteil, non, pour un ongle. Donc en fait j'aimerais juste qu'on nous explique c'est quoi la règle. C'est quoi l'application du règlement? Parce que moi, je comprends rien. Et pourtant, je l'ai regardé, le règlement. J'ai l'impression qu'il change tout le temps. Je comprends rien. Donc voilà, je comprends rien. Et je vous dis ça, c'est pas que l'OL. Je comprends rien à l'OL. Je comprends rien à Nice-Nantes. Je comprends rien sur la moitié des matchs de Ligue 1 que je vois. Le Penant mérite vraiment rouge. Franchement, ouais. Franchement, ouais, faut être honnête. Et en fait, je sais pas s'il mérite rouge, honnêtement. Parce que mériter, c'est un concept un peu abstrait. Mais est-ce que les mêmes semelles que Le Penant ont été sanctionnés d'un rouge en Ligue 1 quasiment systématiquement? Oui. Oui, Le Penant, compte tenu de l'historique des cartons rouges en Ligue 1, aurait dû prendre carton rouge. Alors si Le Penant joue en Première Ligue, il y a jaune, mais il n'y a même pas faute, je pense. Mais c'est quand même chiant d'avoir cette espèce d'incohérence tous les week-ends, sur tous les matchs. Parce que moi, je regarde que la Ligue 1. Je regarde toute la Ligue 1 quasiment. Et tous les matchs, tous les week-ends, je vois des dingueries.
J'ai vu encore Brest, là. J'ai pas vu le match de Brest, mais j'ai vu des Brestois qui se plaignaient de l'arbitrage. Voilà, quoi. Donc voilà, après pareil, on a critiqué. J'ai vu Stéphanie Frappard mettre un carton rouge pour simulation. Franchement, bravo. Pareil, les simulations, on en a ras le cul. Rouge logique, pas mérité. Ouais, voilà, voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est la bonne logique. Pour moi, le rouge sur le penant doit être logique. Est-ce qu'il est mérité? Non, parce qu'il fait pas exprès. Et que la semelle, elle est sur le pied et pas sur le tibia. Mais ça, c'est pas une règle écrite. Je comprends rien. Donc bon. En première ligue, ça fait prime de 10 000 livres. Donc bref, voilà, une petite partie arbitrage, histoire de râler un petit peu, maintenant qu'on a gagné. Est-ce qu'on a tout dit sur ce match-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui vous interpellent? Le chat marche toujours pas, mais c'est pas grave, je vous le lis, hein, je l'ai à droite le chat. On a tout dit, on a parlé de la défense, on a parlé de Tagliafico, on n'a pas parlé de Cherki, mais Cherki ça va durer 30 secondes, c'est pas une bonne entrée de Cherki. Il doit normalement, s'il est plus adroit et qu'il s'applique, il doit faire au moins une passe D, Cherki ce soir. C'est pas une bonne entrée de Cherki. Maintenant, est-ce qu'on peut dignement juger les prestations d'un joueur sur 5 minutes? Moi je pense que non, et donc c'est un peu pareil pour Toko qui a à mon sens pas eu suffisamment de temps pour s'illustrer ou non, donc on va pas parler de Toko. Toko fait pas une bonne entrée non plus, et basta. Oui, effectivement, Boateng, pareil, on lui a chié dessus salement, fait un bon match, et il fait 90 minutes, plutôt rassurant. Gros match, j'irai pas jusqu'à dire gros match, hein. Match bien de Boateng. C'est pas un immense match de Jérôme Boateng. Il y a eu quelques actions où il était un petit peu en retard. Merci le sanglier pour le prime. Mais globalement, oui, c'est un bon match de Boateng. Et ça reste un humain déplorable. Oui, aussi. Ça, je veux dire, ça, il n'y a pas à débattre. De toute façon, ça change pas d'un match à l'autre, hein. Mais c'est son attitude que j'ai pas aimé. Après, c'est un jeune joueur. Ouais, après. Non, je pense que Boateng, voilà, Boateng, il va faire ses 6 derniers mois tranquille. Après, on verra plus la couleur. Ça change pas l'idée qu'à mon sens, il faut quand même recruter. Mendes à son poste, c'est quand même mieux. Non, moi je trouve pas. Il faut arrêter de tuer des matchs pour des fautes qui sont plus des coups du sort qu'une véritable envie de faire mal. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas la règle. Enfin, c'est pas la logique. Donc en fait, moi je demande pas. Je demande pas des règles qui soient en accord avec le football. Je demande juste des règles qui soient cohérentes et que leur application soit cohérente. Qu'on me dise clairement qu'un pied sur une semelle sur un tibia c'est rouge, texto, comme ça, le penant il exclut, on nous fait pas chier derrière. Mais voilà. Laurent Blanc, Boateng, à la mi-temps, je suis allé le voir, Damien avait un carton jaune, je savais qu'il allait sortir un défenseur. J'ai demandé à Jérôme s'il se sentait de finir le match et il a fini à l'expérience. C'est bien, en vrai c'est plutôt bon signe, notamment parce que jusqu'ici, un Boateng sur le terrain, c'était un remplacement au moins. Et surtout, c'était un défenseur central qui devait rentrer dans son match à la 60e. Et on a vu avec Da Silva que ça nous a déjà coûté 2 buts. Donc si Boateng peut finir les matchs qu'il commence, c'est quand même déjà pas mal, compte tenu de la profondeur de banc absolument ridicule de l'OL dans ce domaine-là. On n'a pas parlé de Cacré, mais on va en parler sur la notation individuelle. Donc ne vous inquiétez pas, on va venir là-dessus. Mais sur la globalité du match, non, je pense qu'on a tout dit. Puis de toute façon, on est déjà à 58 minutes de débrief. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. On va passer aux notes, du coup. On va passer aux notes. Attendez, je vous ferme les stats. Tac. On va passer aux notes. Voilà, le petit paint qui arrive. On va dessiner le terrain comme d'habitude. Je pensais qu'un jour, j'allais faire un truc moins dégueulasse, mais je pense que ça vous plaît d'avoir un truc sur paint bien dégueulasse. Alors, notre petit terrain. Et franchement, il est bien rectangulaire pour une fois. Hein. Ça progresse. Attendez, je vais m'appliquer un petit peu là. Je vais m'appliquer. C'est presque pas mal. Franchement, et il est beau mon terrain. Aujourd'hui, il est très beau. Ah bah non. Eh ben non, il sera pas parfait. Alors, nous avions aujourd'hui sur le terrain notre cher Anthony Lopsch. Nous avions Jérôme Boateng. Merde, j'ai mal écrit. Jérôme Boateng. Nous avions Da Silva. Lukeba. Nous avions Tagliafico. Voilà. Nous avions Gusto ici. Nous avions ensuite Mendes, Cacré, Aouar et Lacazette et Dembélé. Voilà, et on va rajouter en orange le Penant ici, voilà, hop, qui a disputé 45 minutes, donc on va le noter. Alors, les cris du bas, ça ira plus vite. Propre le terrain. Franchement, le terrain est beau aujourd'hui. Hein. Franchement, le terrain est super beau. Je suis désolé, il y a du travail hein, quand même. La banderole bien dégueu, vient fave du réussite. Je l'ai pas vu.
Alors, Anthony Lopez, on va commencer puisque c'est lui qui sauve le match. Et je pense qu'on va déjà le souligner en rouge puisque c'est lui l'homme du match, à mon sens. Je pense que ce soir, il n'a pas volé son 8, Anthony Lopez. Il est décisif à 5 reprises, dont franchement, 3 fois où sans lui, c'est but. Si c'est pas lui, c'est but. No offense envers Ryu, mais ce soir, c'est lui qui sauve le match, je pense, Lopez, et il n'a pas volé son 8 sur 10. Ça fait plaisir de voir un Lopez à ce niveau-là sur sa ligne. Il y a toujours des lacunes au pied, on le sait, hein, on sait que c'est pas son point fort, Lopez. Il y a des relances qui sont quand même sacrément dégueulasses. C'est peine perdue hein, d'espérer voir Lopez progresser au pied, mais un Lopez pas très fort au pied, mais fort comme ça sur sa ligne, bon, on prend tous les jours. Hein. On prend tous les jours. Et je pense que ça fait partie des choses aussi qui sont importantes parce que Lopez, même s'il veut pas le brassard de capitaine, ça reste un des leaders de cette équipe et on a besoin de ce Lopez-là pour ressusciter un peu cet état d'esprit-là. Quoi. Donc voilà, un 8, c'est mérité. Oui, vous savez quoi, on va être généreux ce soir, on a gagné, on va mettre 8,5. Parce que sans lui, il n'y a pas de victoire. Sans lui, il n'y a pas de victoire. Est-ce que l'OL peut avoir mieux en goal? Oui, non, on peut, non. En fait, oui, je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Non, l'OL peut pas avoir mieux, c'est ce que je disais quand il y avait des mecs qui disaient qu'au Mercato, fallait recruter un gardien. Est-ce que vous pensez vraiment que l'OL aujourd'hui, qui n'est pas en Coupe d'Europe, peut avoir un meilleur gardien que Lopez? Peut-être que oui, légèrement meilleur, mais à quoi ça sert? Donc je pense que oui, Lopez, il va terminer tranquillement à Lyon sa carrière avant de passer le bâton à soit Bonnevie, soit Patouillet. Sommer serait parfait. Mais Sommer, les gars, Sommer, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille foutre à Lyon? Il n'en a rien à foutre de Lyon. Vous avez Lopez, vous voulez Sommer. Alors oui, certes, il y a une petite plus-value par rapport à Sommer. Mais ça va vous coûter combien? Donc voilà, je pense que Lopez, aujourd'hui, il n'a pas volé son 8.5. Je préfère un gardien bon sur sa ligne et mauvais moyen au pied que l'inverse. Je suis d'accord avec toi. La main opposée est un des arrêts de la saison. Oui, clairement. Oui, clairement. La main opposée est fabuleuse, magnifique, et en plus, s'il n'y a pas la main opposée, il y a but hein, de toute façon. Donc non, très très gros match de Lopez. On a besoin d'Anthony Lopez comme ça c'est une certitude. La défense, Lukeba, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il fait un très gros match, Lukeba. Hein. Il fait un très très gros match, Lukeba, ce soir, tranquillement dans son coin, silencieusement, sans faire de bruit. Lukeba, très très solide ce soir, ouais, je pense que c'est 7. Faut oublier qu'il y a une clean sheet ce soir, c'est pas anodin quand même hein, d'avoir une clean sheet. Ça faisait pas mal de temps que l'OL était pas capable de faire un match sans encaisser de but. Il y a eu un certain paquet de réussite, on va dire, pour en arriver là, mais c'est aussi grâce à Lukeba qui a fait un vrai match de patron en défense. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là, Cassio Lukeba. Et compte tenu des mecs avec qui il était, c'était pas gagné non plus. Surtout face à Lille, effectivement. Lille, on a quand même des mecs qui sont virevoltants en face. Même si je suis pas fan de Timothy Weah, quand il accélère, ça fait mal. Jonathan David, c'est pas un pitre. Les Jonathan Bamba, les Adam Ounas, c'est quand même dur de défendre sur eux. Donc ouais, Lukeba, c'est solide ce soir. Moi, je mets 7. Je mets 7 et c'est un 7 d'encouragement. Encore une fois, Lukeba, quand on parle de Lukeba, il faut quand même se rappeler que ce mec-là, c'est un bébé. Il a 19 ans. À 19 ans, un défenseur central, il est encore à des années-lumière de son, comment dire, de sa maturité. Donc c'est comme d'hab, Lukeba, il prend 0,5 de plus d'office parce que c'est un bébé. C'est un bébé. Donc de base, un match à 6 de Lukeba, ça va être noté 7 parce que c'est impressionnant à son âge d'être capable d'avoir ce niveau-là tout simplement. Boateng, c'est un bon match. C'est un bon match, c'est pas un match transcendant non plus, mais c'est un bon match de Boateng. Quelques absences et pas incroyable au niveau du gelon, mais on est obligé de lui mettre au moins la moyenne à Jérôme Boateng. Un Jérôme Boateng qui est capable de faire 90 minutes comme ça, c'est un Jérôme Boateng potable. Alors c'est pas un Jérôme Boateng qui vaut son palmarès et son salaire, mais 6. Ouais, mais 6 pour Jérôme Boateng. Voilà, ça me semble plutôt cohérent. Il y a eu du taf quand même, il y a eu du taf. Et c'est vrai que dans le jeu aérien, il est intéressant, même si en termes de vitesse, c'est toujours catastrophique. Mais effectivement, beaucoup d'interventions aériennes. Et quand on est sous pression et qu'il y a des centres et des corners, c'est quand même bien d'avoir Jérôme Boateng. 4 parce que c'est une merde humaine. On pourrait appliquer le malus petit être humain, effectivement. On attend ses relances. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu dans le gelon. Or, on a vraiment besoin de ça, je pense. On a vraiment besoin du gelon de Boateng. On s'en branle, il met de la viande. Bref, voilà, donc on verra. De toute façon, Jérôme Boateng, il est encore à Lyon pendant 6 mois. On va terminer avec Jérôme Boateng parce qu'on n'a pas mieux, hein, tout simplement. Mais c'est un bon match ce soir de Jérôme Boateng. Maintenant, effectivement, si jamais l'OL passe à 4 derrière, je suis pas sûr que Boateng soit une option viable. Da Silva, il a pas fait un match dégueulasse. Hein. Alors il prend un jaune et il sort à la mi-temps, mais c'est pas parce qu'il est calamiteux, c'est parce qu'il a un jaune et qu'on sentait le rouge arriver. Je pense que c'est pas... Non, arrêtez un peu les gars. Arrêtez, je sais que vous l'aimez pas. Je sais que vous n'aimez pas Da Silva et que vous le trouvez nul. Il fait rien de mauvais sur la première mi-temps. Il fait rien de mauvais. Vous êtes... Le jaune est abusé. Oui, le jaune est abusé, on est d'accord. Pour moi, c'est 5 ce soir, Da Silva. C'est 5, il n'y a pas d'erreur.
Il n'y a pas d'erreur de Da Silva ce soir. Il n'y a pas de grosse cagade. Non, c'est 5. Là, il y a un délit de sale gueule, les gars. Là, il y a un délit de sale gueule. Gusto, pour le coup, c'est pas un bon match. Et ça commence à faire beaucoup. Gusto, je l'ai senti emprunté physiquement sur les phases offensives. Et défensivement, ça a été laborieux. Gusto, je pense qu'il a besoin de repos, quoi. Il a besoin de repos, Gusto. Je pense que défensivement fort, ça dépend des moments. Ça dépend des moments, Gusto. Moi, je vais mettre 4. Je pense que 4, ça manque du Gusto qu'avait l'étincelle, ouais, exactement. Et il y a un problème de relance, ouais. Il y a un problème de relance avec Gusto. À chaque fois qu'il a le ballon dans cette zone-là, vous savez, il récupère souvent des ballons dans cette zone-là. On ne voit rien avec la couleur que j'ai choisie. Souvent, Gusto, il récupère des ballons dans cette zone-là, là, aux alentours de cette zone-là. Et à chaque fois, il envoie une saucisse par là. À chaque fois. Et il faut qu'il progresse sur ces aspects-là, je pense. Dans la première touche, dans la première passe. Et il a perdu beaucoup de ballons. Ouais. C'est pas... Pour l'instant, Gusto est encore dans le creux de la vague. Et j'en attends mieux, moi. J'en attends beaucoup mieux de Gusto. Et je sais qu'il est capable de mieux. Et je pense qu'il sait lui-même qu'il est capable de mieux. Ça reviendra. Je suis pas trop inquiet là-dessus. C'est vrai qu'il n'a pas été bien aidé. Parce que Gusto, ça, là, toute la partie, ça a été un no man's land. Hein. Toute cette zone-là, c'était Gusto tout seul. Donc c'est vrai qu'il n'est pas aidé. Cela étant dit, Tagliafico aussi, hein, c'est le no man's land dans cette zone-là. Et Tagliafico a été bien plus intéressant que Gusto. Donc j'en attends mieux David. Jonathan David, d'accord. Allez, je vous applaudis les gars, parce que bravo, vous êtes très forts. On va mettre 4,5 Gusto, parce que c'est un match moyennasse, mais c'est pas désastreux non plus. Mais disons que... Et ouais, il réussit plus de centre aussi. Les centres sont pas bons. Alors que c'est censé être le meilleur centreur du championnat. J'ai entendu le commentateur de Prime Video qui disait ça. Écoutez, il va falloir... Tagliafico, il va voir. C'est vrai, tu as raison. Tagliafico, parlons-en. Tagliafico encore décisif, toujours décisif, que ce soit par sa passe D, mais surtout dans l'état d'esprit. Tagliafico encore joueur majeur. Et lui aussi, on va le souligner, parce que c'est pas l'homme du match, puisque c'est Lopez. Mais Tagliafico, ce soir, oui, on va lui mettre 7,5. On va lui mettre 7,5. C'est un super match de Tagliafico. Continue comme ça, bonhomme. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Pas grand-chose à dire de plus sur Tagliafico. Quel coup de chance de l'avoir eu. Faut quand même saluer la cellule de recrutement de l'OL, qui est composée de 2 personnes enfermées dans un placard, pour être allé chercher Tagliafico. C'était la bonne idée. Je me souviens que tout le monde n'était pas convaincu à l'époque où il y a eu les premières rumeurs sur Tagliafico. Moi, on m'a dit qu'il était fini physiquement, qu'il avait disputé que 10 matchs la saison dernière à l'Ajax, et compagnie. Bon, qui êtes-vous pour faire la fine bouche, hein? Nous sommes l'Olympique Lyonnais, 8ème de Ligue 1. On se retrouve avec un international argentin qui va faire la Coupe du Monde où il va envoyer des caviars à Messi. Bon, voilà quand même. C'est mention très bien. 4,2 millions d'indemnité de transfert. Ah bah clairement. 8 pour la passe D. Oui, allez. C'est en surnote. Allez, surnotons. Vous avez raison, surnotons. On va passer au milieu de terrain avec 2 joueurs qui ont été très moyens. Cacrès, c'est pas bon du tout. Cacrès a été très moyen encore ce soir. C'est con parce que son dernier match était très bon. Et là, ce soir, il n'y a plus du tout le sel de Cacrès. Vous voyez, Cacrès, avant, il était capable de se retourner. Il était capable de faire des petits contacts qui éliminaient. Il était capable de se retourner, d'avoir la première touche de balle. Moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est que Cacrès, il a pu sa première prise de balle. Ce qui rendait ces 2 joueurs-là, puisque Cacrès et Aouar, c'est un peu la même chose là-dessus, ce qui les rendait si spéciaux, ce qui les rendait si forts, c'était qu'ils avaient une qualité de prise de balle qui était folle, une capacité à se retourner qui était folle. Aouar avait la capacité à accélérer et Cacrès avait la capacité à se retourner. Et aujourd'hui, ils l'ont pu. Donc, je sais pas. Pourquoi pas tenter Le Penant à la place de Cacrès pour mettre un match sur le banc? Je pense que c'est ce qui va se passer à terme. Mais ouais, c'est 4 Cacrès ce soir. Et encore, je trouve que c'est un peu généreux. Après, il n'a pas d'erreur monumentale, parce que Mendes... Globalement, son match n'est pas dégueulasse, mais il y a quand même une erreur très violente de Mendes qui peut donner un but. Parce que je vous rappelle que le corner qui est mal dégagé, là, c'est lui qui donne la passe décisive à Jonathan David avant que le ballon aille s'écraser sur la barre. Tolisso est blessé. Oui, il est blessé. Il va revenir d'ici 2 semaines normalement. Du coup, c'est fini pour Tolisso. On ne le reverra pas avant décembre. Oui, j'ai vu pour Lula président. Ça veut dire que Juninho doit être heureux. Et rien que pour ça, je lui enverrai un DM tout à l'heure à Juninho. La barre, ça part de Mendes. Ouais, c'est Mendes qui appuie mal sa passe. Et derrière... Non, Mendes, je suis désolé les gars, Mendes, ça va pas. Il se planque à la relance, il fait des erreurs, il met l'équipe en danger, il est mollasson. Non, Mendes, ça va pas.
Ça va pas. Et ok, Cacré, il est pas bon ce soir, hein, mais Cacré, il est pas loin, il est pas en train de coûter un but. Non, Mendes, ça va pas ce soir. Mendes est meilleur en DC, bah c'est beaucoup de fautes aussi. Non, non, et vous allez me dire, ouais, Charlie, t'es vraiment un bandeur de Cacré parce que tu mets une note moins bonne à Mendes qu'à Cacré. Mais ok, Cacré, il fait un match neutre, voire un mauvais match. Mais Mendes, il est pas loin de coûter un but, et surtout, à la relance, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe à la relance. Il se planque, il aide pas un seul mec. Vous voyez, il y a Lukeba qui a le ballon. Alors attention, je vais gribouiller, ça va être dégueulasse. Vous avez Lukeba qui a le ballon au pied là, et Mendes, normalement, il doit aller soit par là, soit il doit avancer pour permettre à Lukeba d'avancer et de fixer. Il fait jamais ça. Mendes, il reste avec un mec dans ses pattes là, et du coup les mecs sont bloqués, ils savent pas à qui donner la balle, ils peuvent pas avancer parce que Mendes reste bloqué comme un con au milieu de terrain, et c'est un handicap à la relance, Mendes. C'est un vrai handicap à la relance, Mendes. Alors avec le ballon c'est un peu mieux, mais quand il y a la relance c'est compliqué quoi. Donc voilà. Mendes de faire comme Cachapa, donc il faut le mettre sur le bon. Je trouve pas son match horrible. Bah moi je trouve son match mauvais. Je trouve le match de Mendes mauvais. Je le trouve pas décisif devant et je le trouve dangereux à la relance. Dangereux. Il s'applique pas à la relance, il se débarrasse du ballon. Mais surtout, il se cache à la relance. Et il y a un autre joueur qui faisait comme ça, c'était Lucas Touzard. Lucas Touzard, à la relance, il voulait pas qu'on lui donne le ballon. Donc il se foutait le cul sur un adversaire, il savait que le ballon allait pas lui arriver. Sauf que c'est lui qui est la clé de voûte de cette relance-là. Quand vous avez le ballon qui est ici, là, quand vous avez le ballon qui est dans cette zone-là, c'est le 6 qui est là, qui doit soit décrocher, soit qui doit donner un peu de largeur comme ça, pour permettre aux défenseurs soit de monter et d'aller fixer, soit de créer un décalage. Mais bon, pas moins bon que Cacré quand même sur ce match. Bah, il est pas moins bon, mais il peut coûter un but, donc pour moi ça mérite le 0,5 de moins. Lucas Touzard, on l'a vendu une mine d'or grâce à un vieux but contre la Juve. Ah bah ça, il est toujours sous garantie, on peut pas se faire rembourser. Il est pas moins bon que Cacré, mais Cacré fait pas une erreur qui peut coûter un but. Je suis désolé, mais Mendes, c'est de lui que part cette action avec la barre transversale. Et ça, c'est criminel, ça. Si c'est Cacré qui fait ça, vous êtes en boucle. Si c'est Cherki qui fait ça, vous prenez une fourche et vous allez foutre le peu avec le cours. Mais voilà, combien pour Mendes? J'ai mis 3,5 à Mendes. J'ai mis 3,5. T'oublies sa deuxième mi-temps, beaucoup de récup. Oui, allez, bon, allez. Sinon, vous allez wine. Donc, on va mettre 4. Voilà, 4 pour Mendes, 4 pour Cacré, Finito, Terminato. Guimarães, c'était quand même incroyable. Bah, c'est là qu'on voit quand même le poids des grands joueurs. Hein. Forcément, quand on a Guimarães et Paqueta dans l'équipe, il y a un peu moins besoin de créer du collectif. Aouar, il fait un match correct. J'en attends toujours plus. Jonathan David, j'en attends toujours plus. Cacré, il a le droit de rater un corner aussi. Hein. J'ai des mecs qui sont venus me chercher. Alors, on en parle du corner de Cacré. Il a le droit de rater un corner quand même. Oui, son corner est pas bon, mais il n'est pas calamiteux. C'est un corner qui est un peu raté, comme il y en a des milliards. Aouar doit jouer à gauche. Neutre Aouar, ouais, neutre plus quand même. Non, neutre plus. C'est pas un mauvais match d'Aouar, c'est un match sympa. Alors, Aouar, il doit step up encore. Il doit mettre la barre encore plus haut. Mais Aouar, pour moi, oui, ouais, c'est un 5,5. Ouais. C'est un 5,5 Aouar. 5,5, 6. Le fait de laisser les coups francs à Cacré, j'en parlerai dans mon livre. Ah bah ça, c'est un autre problème, ça. Effectivement, c'est un truc qui m'échappe un petit peu, de laisser les coups de pied arrêtés à Cacré. Cela dit, il en a tiré des pas mal. Mais je comprends pas trop la logique derrière. On n'a pas loté Le Penant, mais Le Penant, il a quand même joué. Je l'ai mis en orange, j'aurais dû le mettre plus visible. Le Penant qui était ici, du coup. Le Penant a fait une entrée de vrai patron. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit depuis le début. C'est pas normal que Le Penant soit aussi influent dans cette équipe. Le mec a 19 ans, il a 5 matchs de Ligue 1 dans les pattes, il a une saison de Ligue 2, et quand il rentre, c'est le patron. C'est pas normal. Les autres, il faut se bouger le cul, là, monsieur Mendes, monsieur Cacré. C'est vous les patrons de cette équipe, il faut se bouger quand même. Donc Le Penant, il est rentré, il a mis du rythme, il a mis de l'impact, il a été capable de jouer au ballon. Pour moi, c'est une mi-temps qui vaut 6. Mais vous savez comment on note à l'émotion. Et je pense que pour un petit gars comme Le Penant qui a été foutu en tribune, revenir sur le terrain pour une mi-temps alors que l'OL est quand même sacrément en difficulté et sortir cette prestation-là, ça vaut bien 7. Donc voilà, on va noter avec le cœur. On va dire que c'est un 6 plus 1 égale 7. Voilà, il y a un encouragement dessus. Il était à 2 doigts de prendre un rouge au bout de 2 minutes. Ah bah ça c'est l'effet de jeu les gars. S'il prend un rouge, il prend 3, mais il prend pas de rouge. À partir du moment où il prend pas de rouge, on va pas le noter comme s'il aurait dû prendre rouge. Donc voilà, lui aussi il a envie de prouver des choses. Ouais, il défend en avançant. Ça c'est très important, c'est ce que tu dis Cyprien Vert. Effectivement, il défend en avançant et ça change tout. Ça change tout. En plus le Penant il a tabassé Zach à FIFA. Je l'ai pas vu cette vidéo mais je te crois sur parole. Et on va terminer par les attaquants. Lacazette a pas fait un super match. Lacazette n'a pas fait un super match, mais il est clutch. Et c'est tout ce qu'on demande à Lacazette. On sait que c'est pas le Lacazette de 2016 qui va être capable de porter l'équipe sur ses épaules, de 2015 plutôt. Mais voilà, il est clutch. Donc c'est pas un match où c'est lui qui porte l'équipe, mais il est là quand il faut. Donc Lacazette c'est 6 ce soir.
Ou 6,5. Allez, 6,5, 1m6,5, c'est bien. Et Dembélé, je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus. Je l'ai pas trouvé mauvais. Ça commence à stater, hein, Lacazette. Ça commence à faire des stats quand même. Je sais plus combien on avait dit en début de saison de buts qui marquerait. Ça fait combien de buts pour Lacazette? 8? Les notes de l'équipe, Mendes 7. Oh, bah, d'accord, rire. Rire hors rire. Hein. Je l'ai pas vu du match Dembélé. Dembélé fait paradoxalement une bonne première mi-temps. Il fait une bonne 8 buts. 8 buts. C'est bien ça, 8 buts, 3 passes D. Dembélé fait une bonne première mi-temps. C'est lui qui surnage un peu en première mi-temps dans ce marasme-là. Merde, je me suis trompé de couleur. Mais après, c'est vrai qu'il fait pas un très grand match, Dembélé. Mais je le trouve pas si mauvais que ça dans l'absolu. On va mettre 5 parce qu'effectivement, c'est un match plutôt neutre au niveau des stats et plutôt neutre au niveau du jeu. Mais je le trouve pas si mauvais que ça. Dembélé sur ses ballons merdiques qui reçoit, il arrive à faire des choses. Non, mais je trouve que Dembélé apporte quand même dans cette équipe-là et je pense qu'il libère aussi Alexandre Lacazette et ça permet quand même d'avoir un certain équilibre. Ça, c'est quand même le socle offensif de l'OL. C'est pas encore brillant, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose à travailler sur ça. Et peut-être que quand on sera au retour de la Coupe du Monde, il y aura quelque chose d'intéressant. De mémoire, tu avais parié sur un double-double pour Lacazette d'ici la fin de saison. Bah, on n'est pas exactement sur ces bases-là, mais on n'est pas loin des 10 buts et on sera peut-être à 10 passes D à la fin de saison. Mais je pense que voilà, Lacazette, il a embrassé ce rôle de 9,5, une espèce de 9 créateur qui lui va bien. Donc ça, c'est plutôt rassurant. De manière générale, avant de parler des entrants, moi c'est toujours le même sentiment, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire avec cet effectif. Je pense que ce sera compliqué de faire quelque chose du côté de Marseille et du côté de Nice, mais il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même des joueurs qui sont capables de pousser cette équipe vers le haut, et c'est pas que j'ai confiance, mais je suis beaucoup moins défaitiste que quand on était sous Peter Bosz, et je me dis qu'avec une bonne réathlétisation pendant la Coupe du Monde et un peu de travail au niveau des automatismes, il y a peut-être moyen de faire une belle fin de saison. Voilà, les entrants, on en a parlé rapidement. Jeffrey Nalid, excellente entrée, c'est à signaler. Il faut le dire quand c'est bien. Donc voilà, Jeffrey Nalid encourageant, c'est ce qu'on lui demande. Et peut-être que s'il continue comme ça, il pourra prétendre à aller titiller tout ce petit monde-là au milieu de terrain. Romain Fèvre, très mièvre, très faiblard. Cherki, 5 minutes, mais pas 5 bonnes minutes. Et Toko Ekambi nourrit Golam, notamment ce petit piqué complètement foireux. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les entrants, à part ça. Pas grand-chose à dire. Du côté du classement, est-ce que je l'ai sous les yeux ou pas? Non, je ne l'ai pas sous les yeux. On va se le mettre après. D'abord, on va faire le Jurigno. Hop, il faut que je vous le mette. Hop. Toko Capitaine, on en a déjà parlé. Hein. Voilà. Alors, le Jurigno, est-ce qu'on est activé? Non, le Jurigno, on ne peut pas le faire parce que ça n'a pas été cliqué. Le bouton pour activer les Jurigno n'a pas été cliqué, donc tant pis. On va regarder le classement du coup. On va regarder le classement pour voir que Lyon est toujours 8ème, puisque malheureusement tous les concurrents directs ont fait des belles perfs. C'est quand même une bonne opération côté lyonnais parce que ça permet de se rapprocher de Lille. Mais malheureusement, Marseille a gagné, Lorient a gagné, Rennes a gagné. Et Lens a gagné aussi, il me semble. Donc il fallait absolument gagner pour rester dans le paquet. La principale enseignement, Lorient a perdu contre Nice. Marseille nul. Bon, bah, j'ai raconté n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait nul. Avec le but de Gamero, l'incroyable but de Gamero. Donc c'est quand même une bonne opération ce week-end, puisqu'on revient à 4 points de Marseille. Donc ça veut dire que dans l'éventualité, attention, touchons du bois, où Lyon bat Marseille au Vélodrome, ce qui ne sera pas une paire de manches. Lyon reviendrait à 1 point de Marseille. Donc ce serait assez miraculeux. Donc voilà, il y a quand même quelque chose à faire. De cette saison qui semblait perdue, complète, il y a moyen d'aller chercher, allez, on va espérer 4 points sur les 2 prochains matchs. Et s'il y a 4 points sur les 2 prochains matchs, tout sera jouable. Hein. Tout sera jouable, parce qu'on peut difficilement penser que Lorient va continuer sur ce rythme de dingue, même si c'est quand même sympa Lorient dans l'absolu, mais ça va tomber à un moment donné, ça paraît assez logique, même si j'ai tort tant mieux, parce que j'ai beaucoup d'affection pour Lorient. L'OL a encore 2 matchs pour rester dans le game. Ce match-là, ce soir, est un peu miraculeux. Mais voilà, s'il y a victoire contre l'OM, même s'il y a nul contre l'OM et victoire contre Nice, on sera dans le game, et c'était ce qui était le plus important à partir du moment où Laurent Blanc est arrivé, c'était qu'à la trêve, on soit encore dans le game, et il se trouve que, il y a moyen, il y a Chermoy,
Lens et Rennes n'ont pas joué Paris. Ça va aider, oui, ça va aider. Après, Paris, on a vu ce week-end que c'était quand même un peu friable. L'OM, ça se casse la gueule. Oui, on le voit bien. Hein. On voit bien que l'OL, c'est laborieux. Hein. L'OM, c'est très laborieux. En plus, il risque d'avoir une élimination européenne. Alors, ce serait pas forcément une bonne nouvelle, hein, parce que si l'OM est éliminé de toute compétition européenne, ils vont être frais, ils vont pouvoir jouer que le championnat. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a un Lille-Rennes semaine pro. Non, mais il y a quelque chose à faire. L'OM, c'est le bon moment pour les prendre, je pense. Il faudra jouer mieux que contre Lille, mais il y a quelque chose à faire. Donc voilà, l'OL est en vie. La troisième place, ça va être très dur. Parce que Lens et Rennes, c'est très très fort. Très très fort. Je ne sais pas si vous avez regardé le match de Rennes, mais Rennes, c'était en pantoufles aujourd'hui. Les pantoufles. Il n'y a même pas eu à forcer Rennes. C'était tranquille. Vraiment tranquillou, 3-0, emballé c'est pesé, pas une seule fois mis en danger. Alors certes, c'est Montpellier en face et Montpellier c'est extrêmement nul. Mais je ne sais pas si vous avez regardé. Martin Terrier, le seul espoir que l'OL rattrape Rennes, c'est il faut que Terrier et Guiris fassent les croisés. C'est pas ce qu'on leur souhaite. Mais alors Rennes, putain, ça fait chier. Ça fait chier parce qu'il faut reconnaître que c'est l'équipe la plus sympa à avoir joué de Ligue 1 et que cette équipe, elle est entraînée par Bruno Genesio. Et ça fait mal au cul. Ça fait très mal au cul. Quand on voit le football qui a été proposé par Bruno Genesio à l'Olympique Lyonnais, ça fait très très mal de voir que ce qu'il est capable de faire, Bruno Genesio, à Rennes, c'est exceptionnel. Voilà, il faut reconnaître les choses et on lui a tellement chié dessus, moi le premier, quand il était à l'OL, et je pense à raison, qu'on est obligé de faire pas mea culpa parce que c'était mauvais à Lyon, mais quand même, bravo, et clippez ça et mettez-le partout. Bravo Bruno Genesio pour le football qui est pratiqué à Rennes parce que c'est absolument bluffant. Après, il y a du matos. Hein. Il y a du matos à Rennes quand même. Hein. Forcément, faire du football avec ce terrier-là et Guiri, c'est plus facile. Mais voilà, c'est simplement Rennes, c'est sympa à voir jouer. Il y a des certitudes, c'est beau, c'est porté par un terrier en feu. Il va falloir aller les chercher. Lens, ça a des certitudes collectives dingues. C'est dingue Lens comme ça joue au foot de façon comme des papas, comme des patrons. Ça joue encore 3-0 tranquillou contre Toulouse. Ça va être très dur d'aller les chercher. Donc de façon réaliste, je pense que l'OL joue la 4e place au mieux. Pour jouer cette 4e place, il faudra aller chercher Marseille. Il faudra ne pas perdre à Marseille, tout simplement. Alors, on va pas se contenter d'un nul contre l'OM qu'on a déjà tarté un demi-milliard de fois sur les 15 dernières années. Mais si tu fais nul contre Marseille et que tu gagnes contre Nice, t'es dans le game. Je pense que Rennes et Lens vont être très 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 durs à aller chercher. Ce qui peut tuer un peu Rennes, c'est la campagne européenne. Ils sont qualifiés et ça risque de durer un petit peu. Et je suis pas sûr qu'ils aient la profondeur de banc absolue pour gérer les deux tableaux. Mais c'est très 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 fort. Bon, Paris, n'en parlons pas, hein, rire. Mais voilà, pour l'instant, l'OL a gagné contre un concurrent direct, contre Lille. Il y en a 2 autres, qui sont Marseille et Monaco. Attention à Lorient, même si Lorient, on voit que ça accuse un peu le coup. Notamment physiquement, je les ai trouvés assez faibles en fin de match. Je pense que Lorient, ça va tomber gentiment 6, 7, 8 et ce serait déjà énorme pour eux. Mais voilà, il y a un match coup près contre Marseille qu'il ne faudra pas perdre avant de le gagner. On a déjà perdu contre Monaco. Oui, mais au moins ça va, on ne reperdra pas contre Monaco. Et après, on aura quand même un enchaînement à partir de la rentrée qui sera moins chiant. Je vais vous montrer le calendrier qui arrive du côté lyonnais. Vous allez voir, là on a 2 matchs coup près qui sont Marseille et Nice, et quand on va reprendre, on va jouer Brest, on va jouer Clermont, on va jouer Nantes, on va jouer Strasbourg et Ajaccio, et on va rejouer Brest derrière, et ensuite on va jouer 3. Donc il y aura quand même un enchaînement à la reprise de 6 matchs où l'OL normalement doit faire pas carton plein mais pas loin. Mais voilà, c'est-à-dire que si vous êtes à 4-5 points de la 4e place à la trêve, on peut dignement espérer que Brest, Clermont, Nantes, Strasbourg, Ajaccio, Brest, 3, ça doit permettre à l'OL de revenir tout en haut. Enfin pas tout en haut, mais en haut dans les places européennes. Merci Rocky pour le prime. À la reprise, il n'y a littéralement aucune excuse si on perd des points, clairement. Puis même, vous avez un Lens qui traîne par ici, mais après c'est Auxerre-Angers. Donc normalement il y a toute cette période là jusque mars, la période janvier-février doit être l'occasion pour l'OL de rattraper tout le retard qu'on n'aura pas encore rattrapé avant, et c'est là où on va juger Laurent Blanc, parce que là Laurent Blanc il doit aller enchaîner les victoires, il doit créer une dynamique, il doit créer un fond de jeu, et c'est là qu'on doit aller chercher 15 points sur 21 possibles ou 16 points, j'en sais rien, mais vous voyez l'idée derrière.
Donc voilà, il y a quelque chose à aller chercher sur cette fin de saison, il y a une dynamique à créer, il y a des points à sauver ici, et ici il y aura une dynamique de points à aller chercher pour se mettre en meilleure position et rentrer dans le game de ces places européennes. Profitons de la trêve pour chasser les fachos. J'ai pas vu les banderoles. Voilà, c'est bon, on va pouvoir faire le Jurigno. Après, vous savez ce que j'en pense, hein. Je vous mets le lien du Jurigno pour aller voter. Vous savez ce que j'en pense. Je prends plus parti là-dessus parce que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était après PFC et j'ai reçu des menaces. Donc j'ai quand même envie de pouvoir retourner en parkage un jour. Et malheureusement, il y a des gens en parkage qu'il vaut mieux pas énerver parce que sinon ils se mettent à 20 sur toi. Voilà, donc je vais rien dire là-dessus. La Coupe de France, oui, la Coupe de France c'est autre chose. C'est quand le match de Coupe de France où on met 7 à Bourg-Péronnas? C'est début janvier, ça doit être le 11, si je dis pas. Non, c'est pas le 11. C'est le week-end du 6 ou 7, je sais plus. Enfin bref, je sais plus exactement. Le Jurigno, alors bien évidemment, on va mettre Lopez. Lopez, c'est plus 5 ce soir. Tagliafico, c'est également plus 5 pour l'ensemble de son œuvre. Je pense qu'on va mettre Lukeba, on va lui mettre un plus 3. Et dans les flops, on va mettre Cacré dans les flops quand même. On va lui mettre un moins 3. Et qu'est-ce qu'on va mettre de plus? Qui on peut mettre dans les positifs? Bah, Le Penant, quand même. Après, il y a la Casette qui marque aussi, hein. La Case ou Le Penant? Parce que la Casette, en fait, le but, c'est le seul truc important de son match. Mais il pèse dessus, quand même. Le Penant, il mérite quand même son plus 2. Voire peut-être même un plus 3. Ça me semble pas mal. Ça, on oublie la Casette dans l'équation. C'est vrai, mais je trouve pas qu'il pèse énormément sur le match. Thiago Mendes en négatif, si tu es logique. Bah... En fait, on a tellement mal noté Mendes parce qu'on était en colère que je préfère à choisir entre Mendes et Cacré mettre une note négative à Cacré parce que j'en attends beaucoup plus de Cacré que Mendes. Je sais pas si c'est pas un peu une logique fallacieuse, mais ouais, c'est vrai que la Casette fait gagner quand même. On va mettre la Casette en plus 2 quand même. Parce que c'est lui qui pèse sur le match, on peut difficilement ne pas le noter. Voilà, vous n'êtes pas obligé de noter pareil, hein. Vous pouvez noter comme vous voulez, les gars, hein. Vous notez ce que vous voulez, ça c'est mon avis perso, vous n'êtes pas obligé de le suivre, hein. Voilà, on va voter ça comme ça, on va rafraîchir la page pour voir ce que vous avez voté de votre côté. 37 votes, ça va monter, n'hésitez pas, hein. Vous voyez que vous alimentez le classement en relief côté droit, où Toko Ekambi est toujours lanterne rouge, de très loin. Merci Nitroclef pour l'abonnement, merci beaucoup. Une logique fallucieuse, non ça c'est autre chose ça. Voilà, les résultats de la Ligue 1, pour passer rapidement dessus. Nous avions commencé vendredi soir avec une victoire très convaincante de Lens, ça déroule, tranquille, contre Toulouse. Lens, comme d'hab, hein, ça a des certitudes, il va falloir aller les chercher, c'est peut-être une des équipes les plus sympas de Ligue 1. Qu'est-ce que ça bosse bien, mais on se répète d'année de mois en mois. Lens, c'est quand même l'archétype de ce qu'il faut faire quand on est un club de foot avec des petits moyens. Parce que Lens a des petits moyens. Quand j'ai dit que c'était une petite équipe, je me suis fait goumer sur YouTube et j'en démords pas. Lens est une petite équipe, c'est une équipe au grand palmarès, à la grande histoire et à la grande aura, mais ça reste une petite équipe en termes de moyens et c'est quand même admirable de voir ce qu'est capable de faire Lens dans cette espèce de reconstruction qu'ils ont amorcée. Le PSG, j'étais au Parc des Princes, j'étais invité par une copine supportrice du PSG. C'était très rigolo le PSG, hein. C'était vraiment très très rigolo. Parce qu'il y a les 3 détraqués mentaux de devant là, qui sont capables de faire des dingueries. Mais alors, qu'est-ce que c'est nul en défense? C'est vraiment nul à chier derrière, hein. Et ce PSG-là, s'il n'est pas capable de solidifier un peu à l'arrière, il va se faire tarter la gueule en Ligue des Champions. Ça va encore être très drôle, hein. Lens, c'est une petite équipe avec une grande histoire. Voilà. Et c'est pas faire déshonneur à Lens que de dire que c'est une petite équipe. C'est une petite équipe, c'est une petite ville. Mais c'est par rapport justement à son statut de petite équipe, c'est assez fabuleux de savoir ce qu'ils font. Mais alors oui, par contre, le PSG, j'étais au Parc des Princes, je me suis régalé, hein. C'était super marrant à voir. C'était super marrant, il y avait une passe 2-3 qui passait une ligne, c'est bon, c'était le bordel. Déjà, ils se sont fait tétaniser par Mama Baldé, qu'est-ce qu'on va rigoler en Ligue des Champions? Alors je pense qu'ils vont progresser quand même, mais c'était catastrophique. Puis alors, je suis désolé, hein, les 2 zinzins de devant, là, ils sont trop forts. Bah alors ils défendent pas, hein. Les phases défensives du PSG, c'est à mourir de rire. Les 3 de devant, ils marchent, et puis Diane que pourra. Et une équipe de foot, elle peut pas gagner des grandes compétitions si elle défend à 7. C'est pas possible. C'est un problème récurrent que quand tu as ces 3 divas-là, tu peux pas défendre. Tu en prends 3 contre 3 quand même, hein. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots là-dedans, hein. Tu prends un doublé de Mama Baldé. Les gars, quand même. Donc bon.
T'as vu le Irles Play? Non, mais en vrai, Irles, on avait misé sur Irles, je sais pas si vous vous souvenez du début de saison. On avait dit Bruno Irles sera le premier entraîneur à se faire virer. Bah, il se trouve qu'il arrive quand même à faire quelque chose. Hein. Il arrive à faire quelque chose. Il y a des bons petits jougadors hein, à 3, notamment Wilson Odobert. Ça joue bien au foot, hein, Wilson Odobert. Le petit Laroussi, là, qui est rentré. Il est rentré 20 minutes, pardon. Laroussi, c'est solide. Mama Baldé, il y a un côté clutch que j'aime beaucoup. Non, 3, il y a quelque chose. 3, il y a quelque chose. Strasbourg-Marseille, bah pareil, on a bien ri. Marseille qui était parti pour une petite victoire tranquille, il menait 2-0 assez rapidement dans le match, et puis petite égalisation, puis petit caca culotte, puis banger de Kevin Gamero à la 94e, on a bien rigolé encore. J'aurais payé cher pour être à la Méno, parce que je pense que les gens qui étaient à la Méno sur le but de Gamero ont dû en mettre absolument partout. Je sais pas si vous avez vu le but, je vous recommande le but de Gamero qui est absolument génial, et ça fait plaisir. Auxerre Ajaccio, j'ai pas vu le match. Déjà, un Auxerre Ajaccio à 13h, faut avoir envie quand même. Hein. Dieu sait que j'adore la Ligue 1, mais faut avoir envie. C'est une victoire pour Auxerre qui va leur faire énormément de bien dans la lutte pour le maintien. Je continue de penser que Auxerre n'a pas les armes pour se maintenir, mais sur un malentendu, pourquoi pas. C'était horrible. Ah bon, méga surprise. Auxerre Ajaccio, c'était horrible. Ah bon. Bien dévié la frappe de Gamero. Mais oui, on s'en fout qu'elle soit déviée. Pour le geste, c'est un banger. Rennes-Montpellier, trop facile. Trop facile, Rennes. Alors, je sais pas si on a les stats. Les stats du match, 14 tirs à 8. 3 tirs cadrés côté Rennais, 3 buts. Bah voilà, hein, quand on a des joueurs comme ça. Nantes-Clermont, ça continue. Nantes de ramer comme pas possible. Clermont qui est 9ème hein, quand même. Clermont, on les avait mis dans le wagon pour la Ligue 2. Finalement, Clermont, ils sont 9ème de Ligue 1. Et si vous regardez le classement, Clermont, ils sont à 2 points derrière l'OL. Hein. Fou quand même. C'est fou. Hein. Alors attention au contre-coup, parce que Clermont, en deuxième partie de saison, ça va se casser la gueule, probablement. Mais c'est fou. Monaco-Angers, ça aurait pu tourner autrement. Notamment parce qu'il y a eu un penalty manqué de Wissam Ben Yedder et que derrière il y a eu un penalty sifflé pour Angers qui finalement a été annulé parce que Adrien Hunou a fait une superbe simulation. Bon, il n'y a pas eu trop de... C'était un match de merde, hein, Monaco-Angers. Mais bon, 2-0 pour Monaco, pas grand-chose à dire là-dessus. Brest-Reims, comment vous dire ? Ça vous fait rire ? Je ne sais pas si j'ai vu une seule image de ce match. Si, j'ai vu un but hors jeu, mais c'est tout. Montpellier, j'ai très peur pour eux. Montpellier, ça pue. Hein. Montpellier, ça pue du cul. Ça fait partie des équipes qui sont en décrépitude totale. Vous voyez ici une série de 5 défaites. Il n'y a pas grand-chose à Montpellier. Viré Dalloglio, ça n'a pas changé grand-chose. Ça descend. Il y a des équipes qui sont ici qui, à mon avis, ont encore une chance. Angers, on les avait mis dans le wagon. Ajaccio, on les avait mis dans le wagon. On s'est dit, ces deux équipes-là, elles sont extrêmement faibles. Auxerre, ça va. Nantes, il va falloir quand même se bouger le fion. Et alors, Montpellier, c'est la décrépitude complète. Lorient-Nice, j'ai pas vu le match. J'ai vu que Lorient menait et j'ai pas vu la fin de match. Donc, visiblement, Nice a retourné un peu la situation. Batik passera-t-il la trêve ? Je suis pas certain. Je suis pas certain que Batik survive à la trêve parce qu'il y a quand même pas grand-chose. Sachant que quand même Angers, quand vous regardez l'effectif d'Angers, alors oui, ça reste Angers, mais vous avez quand même des joueurs qui sont pas dégueulasses dans cette équipe. Vous avez du Ben Taleb, vous avez du Bouffal, vous avez Yann Valéry, vous avez des mecs qui sont pas pétés quand même sur le papier. Alors c'est faiblard, hein, je vous dis pas que c'est la meilleure équipe du monde, mais vous avez quand même des individualités qui doivent sauver cette équipe. Même Baptiste Mendy, c'est censé être un bon joueur. Ils y arrivent pas. Donc voilà. Lorient aurait pu mener 2-3-0 à la mi-temps. Ouais. Montpellier, ça a chauffé à la Méno. Ouais, ça va être un match de la peur, ça. Donc on sera attentif. Le calendrier de la prochaine journée, nous commencerons par un 3 Auxerre que je pense que personne ne regardera. On aura un Ajaccio-Strasbourg que pas grand monde ne regardera aussi. Le match de 21h samedi sera Angers-Lens, où on sera quand même attentif à Angers, parce que ça peut faire beaucoup de défaites de suite pour Angers. Lorient-PSG, ça peut être sympa en vrai. Lorient-PSG, ça peut être sympa, notamment si le PSG défend aussi bien qu'ils ont défendu contre 3. Clermont-Montpellier, on s'en fout. Nice-Brest, on s'en fout. Reims-Nantes, on s'en fout. Toulouse-Monaco, ça peut être un match sympa aussi. On aura un Lille-Rennes qui sera très important parce que on aura nécessairement un adversaire direct de l'OL qui va perdre des puntos. Et on terminera par Marseille-Lyon, dont le débrief aura lieu à la même heure que ce soir, c'est-à-dire à 23h. Mofi qui va manger le PSG. Bon courage à eux. Hein. Le PSG, s'ils défendent comme ils ont défendu contre 3, bon courage à eux. Contre Lorient, surtout à Lorient, ça risque d'être laborieux. Et juste pour se projeter sur la dernière journée de championnat avant la trêve, ce sera Lyon-Nice en ouverture à 21h, le 11. Et on aura comme gros match Monaco-Marseille, où là aussi on a un adversaire direct qui va perdre des puntos. On aura surtout Rennes-Toulouse, où ça va être peut-être un peu plus compliqué pour eux.
Donc là, il y a moyen quand même d'avoir ce sera un match important, Lyon-Nice. Il faut battre Nice. Nice, c'est quand même pas ouf dans l'absolu. Il y a moyen de débattre. Il faut, pour moi, Laurent Blanc doit viser 4 points sur Marseille et Nice. Faire match nul au Vélodrome, ce sera pas honteux, mais je pense qu'il faut battre Nice. Je pense qu'il faut battre Nice. Match à 13h au PSG, c'est plus pour eux. Oui, match à 13h au PSG. En plus, ils sont à Lorient. Match piège, hein. Match piège pour le PSG. Vraiment, ils s'en sortent très très bien contre 3. Ils s'en sortent très bien parce qu'ils ont 3 individualités de malades devant. C'est pas certain qu'ils doivent pas faire tourner le PSG parce qu'ils vont jouer en Ligue des Champions. Donc attention. Si on s'en sort avec les 6 points, on joue le titre. Oui, on joue même la Ligue des Champions. On va gagner la Ligue des Champions. En vrai, si jamais l'OL empoche 6 points, on sera à 26. Nécessairement devant Monaco, Marseille, Lille et Rennes, ça va perdre des points puisque ça se joue entre eux. Si Lyon fait 6 points, et honnêtement j'en doute, hein, ce serait miraculeux, il y a moyen qu'on soit 5e à la trêve. Hein. Parce que si tu bats Marseille et si tu bats Nice, sachant que Marseille et Rennes, ça va perdre des puntos, que Lille, Monaco, Marseille, ça va perdre des puntos à droite à gauche, il y a moyen que tu sois 5e à la trêve. Hein. Ce qui serait un miracle, ce qui serait un authentique miracle. On va pas se projeter, on va espérer faire 4 points, ce serait déjà pas mal, 4 points sur 6. Moi je pense qu'on peut vraiment passer au-dessus de Marseille à la trêve, ils jouent Lyon et Monaco. Ah, on peut, on peut, mais attention, gagner au Vélodrome, c'est quand même pas hyper facile. Je vous rappelle que l'OL est quand même vachement à chier à l'extérieur. Si vous voulez, on regarde le classement à l'extérieur, Lyon est toujours 15e. Donc voilà, et à domicile, Marseille ça va, même s'il y a quand même 2 défaites de rang là. Ce serait quand même sacrément gênant pour Marseille d'enchaîner une 3e défaite à domicile. Surtout après avoir perdu contre Ajaccio et Lens. J'ai tendance à penser qu'on fera au mieux match nul au Vélodrome, mais je suis un homme de petite foi. Donc voilà. Pour nous, au Vélodrome, ça va. Je vois mal Marseille perdre 3 fois d'affilée au Vélodrome. Mais j'adorerais me tromper. Lyon sera toujours derrière Lens et Rennes. C'est bien pour ça que j'ai dit 4e ou 5e. Lens et Rennes, je pense qu'ils sont... À moins d'un miracle, ce sera pas possible d'aller chercher Lens et Rennes. Peut-être Lens, parce que Lens, je pense qu'à un moment donné, ils vont piocher. Mais Rennes, Rennes ça carbure quand même. Rennes, ça carbure. Voilà, on a fait 1h30 de débrief, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, rendez-vous cette semaine. On va faire du Football Manager. On a cette saison à Lyon à continuer. On a terminé la première saison à la 5e place. C'était pas ouf. Mais on continuera dans la semaine du côté de Football Manager. Et pour le prochain débrief, ce sera dimanche prochain à 23h. Comme d'habitude, soyez là. Pensez à aller lâcher les petits pouces sur YouTube, ça fait toujours du bien. Pensez à mettre des commentaires, même des commentaires de merde. Évitez s'il vous plaît de mettre merci pour le référencement parce que YouTube va s'en rendre compte à un moment donné. Tu fais quoi à 200 subs je sais pas, je fais gagner une clé FM, un truc comme ça. Même s'il faudra que je la paye de ma poche, c'est pas grave. Mais voilà, c'est bien qu'il y ait des choses à dire même pour les victoires. Mais en fait, ça me fait grave plaisir que vous soyez quand même là pour les victoires, que vous n'êtes pas juste là avec l'odeur du sang. Live nocturne, je pense pas parce que je suis éclaté. Je suis éclaté parce que mon chat passe son temps à foutre le bordel à 10h du mat, donc je peux pas dormir tard. Et donc je suis éclaté parce que j'ai un rythme sur le fuseau horaire de New York. Donc non, pas de live nocturne, je suis éclaté, donc on fera pas de live nocturne dans la semaine par contre. Ça, pas de problème. Voilà, je suis désolé pour le chat qui a pas marché. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché d'ailleurs, il y a tout qui déconne là sur OBS. Donc écoutez, merci quand même d'avoir été là. Et bonne nuit à vous. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Une semaine qui sentira bon la victoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enchaîné 2 semaines. La dernière fois c'était au mois d'août. Donc j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé quand même avoir un petit match. Ça fait plaisir de gagner un match qu'on mérite pas de gagner. Ça fait longtemps. Voilà, allez, prenez soin de vous, je vous envoie en raid quelque part et on se retrouvera probablement demain ou après-demain pour un petit live Football Manager tranquille pendant la journée avec des horaires de chômeurs. Allez, ciao, bisous, à bientôt.